Nous sommes en compagnie de Wojtek. Salut, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Comment on peut te présenter en termes de rap? Comment t'aimes qu'on te présente? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi, quoi? Je suis reconnu principalement pour mes participations au Rap Contenders, donc discipline de battle rap, avec la spécificité que c'est a cappella et que c'est pas de l'impro ou que ça laisse moins la place à l'impro, voilà. Des matchs bookés à l'avance avec un adversaire où tu mises plus sur ton texte, ton flow, ta capacité à gérer une salle, que voilà, sur du rap impro ou performance technique pure, tu vois. Comme il y a d'autres disciplines dans le genre. Ouais, donne-moi ton feutre. Retourne au second rang. Pas grave si t'es un fils de pleutre, t'es un super figurant. Mais ton cul, j'en fais un bagueule, ici tu seras jamais le boss. Je te fais fermer ta gueule comme ta meuf sur les vrais dos. J'ai envie de dire, ça va tout de suite nous venir à la première question, ce dont on a parlé souvent avec Emilien. Qu'est-ce que tu donnerais dans ta performance scénique, en fait? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le texte, la scène, les deux? Qu'est-ce qui donne le dessus sur Je me suis sur souvent les autres? posé la question pourquoi moi ça a mieux marché que d'autres, parce que j'ai toujours eu l'impression on est tous égaux devant le cahier en fait. T'es là le soir, tu grattes, tu cherches, voilà, il y a des fois tu valides. J'ai jamais été le meilleur rappeur du lot, je pense pas être la plume la plus précise. Je pense que c'est plus sur l'incarnation du verbe. Tu vois. Et après, je vais être obligé de partir dans des débats presque un peu mystiques, mais je pense que il y a un côté mystique dans le verbe et dans son côté créateur. Le verbe est créateur, et je pense que c'est la manière dont j'étais animé, habité par ce que je faisais, qui faisait que c'était plus séducteur que d'autres en fait. C'est le côté hyper théâtral aussi. Toi, t'as fait des arts de la scène? Jamais de la vie. En fait, justement, c'est pour ça qu'on m'a prêté cette théâtralité. Moi, j'appelais ça être à fond, tu vois. Je sais que pour en avoir parlé avec des mecs que j'ai battle après coup, en fait, je pense que je suis pas là. Moi, je me rappelle plus de mes battles. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de perdre tous mes battles parce que quand c'est à mon tour de performer, je suis tellement... En fait, si tu veux, je finissais toujours la veille, voire souvent le jour même. Je répétais que des italiennes. À aucun moment, si tu veux, le texte explosait. Donc la seule fois où je le faisais véritablement, c'était sur scène ce jour-là. Et en fait, t'as une préparation. Donc en fait, je lâchais tellement tout que moi, ça passait en un claquement de doigts. J'étais là à vos gueules, parce que quand il criait, j'avais peur que ça me déconcentre et tu vois, que je perde mon truc, tu vois, pour le coup. Et donc, et par contre, quand c'est à l'autre de clasher, là, je suis full réceptif. Je suis attentif, je me prends tout. Donc ça paraît beaucoup plus long. Les réactions sont décuplées. Moi, je minimalisais les miennes, je les entendais pas parce que c'était un bruit parasite. En mode, laissez-moi faire mon truc. Et par contre, quand l'autre il me clash, donc à la fin, je me disais, waouh, tu vois, c'est chaud. J'ai toujours eu l'impression que je perdais mes batailles. T'as vraiment le sentiment de les perdre, alors que je pense que ça fait quand même un moment où la salle, elle est carrément avec toi. Mais je sais pas, je pense que je suis, tu vois, comme j'en parlais en caméra, je commence à peine à prendre soin de ma santé mentale et franchement, il y a du boulot en vrai. Donc si tu veux, je suis passé par le syndrome de l'imposteur. Pendant, jusqu'à peut-être mon avant-dernier battle, je me suis jamais senti bon. Je me suis toujours dit, je gagne parce qu'ils sont mauvais. Ah oui. Tu vois, vraiment le syndrome de l'imposteur, à aucun moment je me suis dit ok, j'ai ce truc là, j'ai des aspirations après un peu spirituelles ou personnelles qui faisaient red flag avec tout ce qui pouvait être arrogance, et des fois la confiance en soi, ça peut s'allumer à de l'arrogance. Toujours, tu sais, je me suis presque flagellé pour rester humble, des fois presque en fausse humilité, tu vois, mais en mode... Voilà, tu vois, pour ne pas être en dissonance cognitive avec moi-même, j'ai réussi à tordre des fois la réalité pour la faire entrer dans mon schéma d'ancien autodestructeur en fait, tu vois. Mais ce qui est hyper étonnant avec ce que tu es en train de dire, c'est que pourtant dans les battles, on a l'impression quand on écoute qu'il n'y a personne qui gère mieux le public que toi. Les temps d'attente, les relances, même la voix, il y a tout qui va, comment tu clashes les autres, comment tu clashes des fois le jury, comment tu rebondis, c'est incroyable. Je laisse ça aux critiques qui savent décortiquer. Moi un jour il y a un mec qui m'a dit waouh, j'adore, tu fais des doubles octosyllabes avec césure à l'hémistiche. Waouh, tu vois ce que je veux dire? Ah d'accord, tu vois, genre c'est pas la peine de t'exciter, Paname c'est pas Mexico, tu savais pas que dans nos cités on n'aimait pas les mecs sous coke. Donc ok, 2 x 8, 4 x 8, avec césure à l'hémistiche, la moitié de la mesure. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais intuitivement j'y suis allé parce que j'aimais bien comment ça sonnait à l'oreille. C'était rythmé, ça rebondissait, pour moi c'était des contre-assonances, rien de plus. Et c'est pour ça que quand t'as dit dans un battle, pour moi ça c'est de la branlette sophistiquée. Je pense que un contraire à Mano, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait...
Après, c'est chacun son rapport à l'écriture. Il y a des auteurs qui utilisent des mots ultra compliqués pour parler de choses de merde. Et il y a des gens avec des petits mots de merde, ils abordent des thèmes ultra compliqués. J'ai toujours voulu être de cela, puis j'ai jamais voulu oublier, moi, les mecs que j'ai côtoyés quand j'étais vraiment jeune. Voilà, c'était... on était pas des cassos, mais un peu, en vrai, si tu veux. On avait peu de ressources intellectuelles. J'ai toujours voulu me rendre accessible et je me suis rendu compte que la poésie, une image vaut 1000 mots. Donc privilégier un langage poétique, en vrai, ça valait tous les schémas techniques du monde. Et j'ai toujours plus eu cœur, on peut dire, à faire une forme de poésie, même si elle était trash, plutôt qu'à prouver que j'étais capable de faire des katas et de jouer avec des mots. Tu fais ça quand t'as rien à dire. Quand t'as quelque chose à dire, tu dis ce que t'as à dire, tu t'en fous de... Comment tu vas l'embellir. Ça sort, c'est vraiment très urbain et ça me fait penser un peu, je sais pas, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup, mais ça me fait un peu penser à Céline dans la lecture. Je suis très flatté, parce qu'il a une simplicité d'écriture. Ouais, c'est ça, et ça sort des tripes, quoi. Après, en même temps, Céline, tu vois, ce qu'il y a, c'est que Céline, il écrivait, on va dire, de manière populaire, alors que c'était un mec un peu de la haute quand même, tu vois. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Moi, si je parle comme un mec d'en bas, on m'ouvrira jamais les portes. Il a fallu que je prouve que je pouvais maîtriser un langage supérieur à celui de ma classe sociale afin d'être reconnu et tu vois, et on va dire d'atteindre, je pense, donc, un peu de reconnaissance. Peut-être, je vais peut-être faire de la philosophie là encore et mastiquer, mais est-ce que finalement c'est pas parce que t'étais celui qui incarnait le plus ta manière de parler, c'est qu'en fait t'incarnes vraiment ton texte, c'est-à-dire que ton texte il est cru, il est sale. Après c'était mon humour aussi, tu vois, au début, tu vois, les premiers battles, j'étais un peu trop. C'était un peu trop par rapport à la discipline où il suffisait de rapper en vrai, tu vois. Et moi j'étais déjà dans un délire où, je suis le seul qui a été censuré avant une diffusion, tu vois, sur YouTube. Parce que voilà, j'ai toujours eu de l'humour noir, trash, parce que moi-même dans ma vie, si tu veux, j'ai désacralisé tous les symboles tels que famille, mère, Dieu et tout. Donc je m'en fous d'insulter la mère de quelqu'un tant que c'est bien fait, que c'est drôle en vrai, tu vois. Juste par curiosité, c'était quoi la censure ? C'est sur quoi ? C'était sur 2 phases, sur mon tout premier battle de ma draft. Oui, le mot N, il est vraiment perdu. Oui. Oui, oublie alors. Hein. Attends. Ouais. Non mais si, mais il utilisait en fait, je faisais un jeu de mots sur le côté, c'est le mot qu'on employait pour désigner les écrivains fantômes, les ghostwriters, tu vois. Ouais. Et tu vois, et voilà, et je disais, et à l'époque en plus c'était 2011, donc du coup il y avait Dieudonné qui était la sauce et je disais je suis le de Dieudo, j'ai un humour noir d'esclavagiste, je suis trop sale et trop hardcore même pour les ultra-fascistes. Et la deuxième phase censurée, c'était t'as voulu me MC, bah maintenant cours tant que t'as des bugs, car ça a un compte ici et je crois bien que t'es le seul. Donc voilà, tu vois. Oui. Franchement, excuse-moi, enfin j'ai fait plein de phases où j'ai tapé sur tout le monde. Personne n'est parti faire une ratonnade après un battle. Ah bah on est d'accord. Voilà, puis de toute façon ça n'a aucun intérêt. Mais ça c'était comment ? C'est le côté artistique, c'est sorti, mais effectivement c'est. Ah ouais, parce que c'est un algorithme qui analyse le mot. Ils aiment pas, Ouais. Mais comment on appelle du vin qui fermente et qu'on met dans la vinaigrette ? Je veux dire, ce mot-là, il passe ou il passe pas ? Ouais, ça passe. Okay. Mais bon, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont un peu pas cons. Ah bah si je vous fais ban la chaîne, on aura un souvenir. Alors, déjà, moi, je vais essayer de rester calme. Je l'ai vu paniquer une seconde. Ça c'était sur ta draft du coup ? Ouais, c'était toute première apparition, on va dire, YouTube, public et tout, tu vois. Donc ça m'a valu une aura de... Ouais, c'est le mec censuré, tu vois. Enfin voilà, plus l'étiquette de raciste que Jazzy Baz, je pense que tu voulais en parler aussi, m'a collé parce que cette phase-là de Jazzy Baz, je baisse comme une machine de guerre pendant que ce raciste de merde se branle sur des photos de Marine Le Pen, a été reprise pour le générique du RC2. Donc si tu veux, ce raciste de merde c'était moi quand même. Donc si tu veux, il y a un moment ça a un peu fait un bourrage de crâne dans la tête de tout le monde où c'était moi, tu vois. Donc c'est vrai qu'en vrai ça a fait une direction artistique. Ça m'a donné un petit plus marketing pour les mauvaises raisons. Ouais. Mais c'est ce qui fait que voilà, dès le début je pense que j'étais un peu ovni quoi, tu vois. Et t'as continué véritablement dans cette voie par volonté parce que t'avais cette image collée ? Non, parce qu'en fait je me suis fait prendre au jeu. Déjà, ça m'a plu, si tu veux. Moi, j'accompagnais mon pote l'unique au RC1, j'étais dans le public. J'ai vu la discipline. À ce moment-là, j'écrivais plus trop, je rappais plus. Et puis, je suis parti voir leur gars de Niès pour dire je veux en être, comment on fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai envoyé un clip, histoire de justifier que j'étais quand même rappeur, tu vois. Ouais. Et j'ai fait la draft quelques semaines après. Et puis voilà. Puis après, je me suis pris au jeu. Mais tu sais, les battles, en vrai,
En 15 ans, j'ai peut-être fait 15 battles, j'ai dû faire un battle par an. Moi, ça a pas pris une place énorme dans ma life, tu vois ce que je veux dire. Ça a pris une place à un moment sur YouTube parce qu'il y a eu le phénomène à un moment Rap Contenders, cours d'école, lycée, machin, etc. Moi, je grattais mes battles en une semaine avant le battle. C'était une semaine. Et le lundi matin, j'étais avec mes Polacks au black sur les chantiers. Donc, si tu veux, dans un mood où on s'en bat les couilles, tu vois. Ils savent que je griffonne des fois dans mon cahier, mais ils peuvent même pas comprendre, quoi. Excuse-moi, je voulais demander juste à quel moment tu as commencé à gagner ta vie avec les battles. Bah, tu gagnes pas ta vie avec des battles, tu prends un cachet, tu vois ce que je veux dire, pour le travail, mais c'est pas quelque chose, tu fais pas carrière. Non, vers la fin ça va, c'était mieux, mais en fait c'était même un événement une fois par an en vrai, tu vois, c'était un truc en plus. C'est pas, il y a pas de carrière dans le battle, c'est un tremplin, c'est fait pour se faire connaître. Ouais, voilà, et encore, moi j'y suis vraiment allé pour le kiff, pour le plaisir, j'étais un vanneur, je rigolais, j'adorais. Il y a une pointe d'ego, chaque fois qu'il y a un mec qui disait je veux te prendre, je me disais ah ouais, tu crois vraiment que t'es capable, tu vois, parce qu'au bout d'un moment je me suis fait prendre au jeu et je me battais pour ma survie en vrai. En fait c'est de l'art, tu travailles et puis après t'as une seule chance, une chanson tu vas la refaire, tu fais des concerts, tu vas la rejouer, un spectacle tu joues, un sketch tu vas le refaire, un texte tu vas le refaire, là c'est du jetable en vrai. On revient à un truc de très... Ouais, vous interrompez, on dit, pas interrompez. Je peux vous interrompre. Ah mais d'accord. Allez. Je suis chercheur. Bah, c'est que la passion est transmise, hein. Tu vois, quand un cuistot parle d'une salade verte et qu'il parle avec l'étincelle dans les yeux, t'as envie d'apprendre à couper une salade verte, quoi. En parlant de ça, la question qui fâche, entre guillemets, pourquoi ça a jamais pris côté rap pour toi? Parce que le rap, que j'ai sorti un seul projet il y a une dizaine d'années, même pas plus. La Void Tape. La Void Tape, c'est ça. Achète, télécharge, va te faire foutre, tu me dois 10 balles, tu vois. Ouais. En fait, si tu veux, le rap, j'étais dans un côté très guerrier, très arène, très destructeur, et la Void Tape était relativement introspective. Moi, j'ai pas vu de la lumière au bout du tunnel avant la trentaine passée, en vrai, si tu veux. Tu sais, j'ai commencé les battles, je commençais à peine à aller bien avec moi-même. Donc en fait, et puis je pense que ces chansons-là, elles m'ont fait du bien. Donc je pense que les gens qui sont partis écouter le rap, ils ont pas... Du moins les curieux, ceux qui aimaient connaître les autres facettes de ma personnalité, tu vois. Mais le public, il aimait Wojtek, l'entité, pas l'être humain, mais ce que j'incarnais. Enfin, pendant l'égrégore, on appelle ça, je crois, tu vois. La projection, l'idée, l'avatar Wojtek, tu vois. Qui est pas moi pour son côté trash, poétique et tout, et c'était beaucoup moins présent dans les sons. Donc en vrai, je pense que c'était... Et puis même le niveau de ressources, je n'aurais jamais plus autant d'adrénaline en écrivant que quand j'écrivais un battle, parce que la peur de perdre, de mourir en public, c'était une motivation. Là, j'écris un texte, je me dis c'est pas grave, si je finis pas aujourd'hui, je finis le demain. J'ai pas une date butoir de oh putain, si je suis pas prêt frérot, je vais me faire monter en l'air, tu vois. Donc je pense que c'est cet enjeu en vrai, tu vois. Et comment tu vois un peu toutes les scènes qui se sont construites maintenant autour des RC j'ai participé. Tu vois, je me suis bien rendu compte qu'en fait mon implication dans le battle rap, en fait, elle était vraiment de moins en moins flagrante, parce que en fait, j'ai jamais considéré les autres ligues comme étant des lieux sérieux. Alors que il y a eu du level de ouf et des battles de ouf avec des perfs de ouf dans d'autres ligues, tu vois. On peut citer Takeover, Le Roar, tu vois, qui est fait par des anciens du RC, qui sont plus pour moi un peu, je les vois un peu comme les puristes du battle rap, tu vois, qui reviennent un peu au côté cypher, etc. C'est un peu les catholiques qui reviennent aux messes en latin, voire en araméen, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais pas, tu vois, c'est une autre approche d'écriture. J'aimais bien, mais je me suis jamais impliqué. Pour moi, c'était toujours les petits matchs amicaux du week-end, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, au RC c'est bizarre, tu vois, j'avais un enjeu que j'ai jamais ressenti dans les autres en vrai. Vu que c'était un peu mon berceau. Ouais, et puis je me sentais prisonnier de l'image que moi-même en fait j'avais commencé à incarner, quoi. Ouais, et puis quoi qu'il en soit, c'est un peu comme la Ligue des Champions, même pour le public, les RC, ça reste. Tu vois, moi j'ai bien aimé aussi, t'avais fait un clash dessus, ta mère en mieux, je pense ça. Ta mère l'aimait, ouais, j'ai fait 4 battles de compliments, ouais, je crois. Il y en a un des 4 qui m'avait beaucoup, enfin un de ceux que t'as fait qui m'a marqué, tu vois, donc je me rappelle qui était vraiment bien, mais c'est vrai que t'as l'impression d'être en Ligue 2, tu vois. Enfin, non, mais sans. Mais oui, mais moi-même, en fait, si tu veux, je le sens. Tu perds ça, on s'en fout en fait. Ouais, il n'y a pas d'enjeu. Il y a beaucoup moins d'enjeux. Mais typiquement, ouais, sur je sais pas ce que tu as fait exactement comme autre ligue, j'ai plus en tête les battles que tu as fait sur les autres ligues, mais pourquoi les RC? Juste parce que t'es né là-bas, parce qu'il y a plus de public, parce que c'est le truc qui se fait sur scène? Bah déjà plus de public, c'est vrai que c'est là-bas. La première fois que j'ai rempli une grosse salle, c'était au Rap Contenders. Enfin, j'ai pas rempli tout seul, mais bon.
Voilà, le fait est que je joue et que j'arrive à jouer avec une salle entière. Ouais, il y avait une alchimie sur l'instant, comme je disais. En fait, mon expérience empirique, elle est quand même basée sur un truc qui est très mystique. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ma vie, je pouvais claquer des doigts et déchaîner les passions de 1000 personnes en même temps. J'ai vu des petites meufs de 1m50, 40 kilos crier à s'en faire trembler la veine sur la tempe en mode ah, tu vois, il y avait un côté déchaîner les passions. Ouais. Et j'ai vu ça chez d'autres artistes et je me suis dit waouh, moi aussi j'ai réussi à un moment à faire craquer les gens, tu vois. Donc ouais, il y avait cette histoire, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est un peu une petite histoire d'amour. Et puis après, il y a Bad Sam qui était mon interlocuteur, qui est devenu mon ami, mon poteau. Donc il y avait ce rapport-là un peu, je suis assez loyal, tu vois, je travaille, moi les gens avec qui je travaillais avant le RC, par exemple, certains Polonais, parce que j'avais un pied dans le bâtiment, bah, je continue de les voir, je continue de bosser avec à l'occasion. Donc j'ai un petit peu ce rapport-là aussi, tu vois. Les autres ligues, j'avais moins de liens, moins d'affect, donc comme je te dis, j'y allais plus comme un cachet alimentaire, une presta alimentaire, tu vois. Et niveau rap, avant les RC, du coup, tu faisais quoi ? Bah, j'ai rappé très jeune, j'écrivais, j'étais un mec de quartier qui rappait comme beaucoup d'autres, tu vois ce que je veux dire. Je m'enregistrais, je faisais mes petits CD, mes petits sons, mais sans aucune ambition. Moi, mon rap, il n'était pas à vocation d'extérioriser ou d'impressionner mes potes, il était vraiment introspectif et thérapeutique en vrai, tu vois. J'écrivais ce que pouvais dire à personne à l'époque, tu vois. Et donc voilà, c'était vraiment ça, c'était mon garde-fou, ma petite soupape en vrai, quoi. Et t'avais jamais battle avant du coup ta draft ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était mon premier battle, c'était vraiment. Je savais même pas que j'avais la fibre compète et rivalité, tu vois. Contre Jazzy Bass, ça c'est du coup mon deuxième battle. Le premier alors? Non pardon, le premier c'est la draft contre Koff, le Libanais. Ah oui, c'est ça. Petit Libanais de merde, tu vois, celui-là. T'es comme la bouffe de ton bled. Ferme un peu ta bouche d'égout, ouais, c'est ça. Après, non, j'ai fait un battle dans un truc qui a jamais revu le jour, mais c'était en Bretagne parce que voilà, du coup, ça a créé des émules. Il y a un mec qui m'a dit, on fait des battles, t'es chaud. Bah, comme j'étais en mode, ouais, vas-y, je veux croiser le fer, je veux, tu vois, aiguiser, m'entraîner. J'y suis allé, tu vois, mais c'était en Bretagne, machin, c'était bon, voilà, c'était moins intéressant quand même. Et après, il y a eu Jazzy Bass, tu vois. Et entre, je crois, ma draft et Jazzy Bass, il y a eu 3 semaines. Donc, ouais, c'est. Ouais, mais bon, encore. Enfin, je te dis, moi, l'urgence, c'est de l'adrénaline, tu vois. Et maintenant que je fais mes diagnostics, je comprends pourquoi cette adrénaline elle est importante, tu vois, vu que j'ai moins de sérotonine et de dopamine que la plupart des gens. Donc en fait, il fallait au moins ça pour que je ressente une excitation. Donc tu devais avoir un côté dépressif, forcément, manque de dopamine. Mais de ouf, mais je le savais pas parce que si tu veux, moi, c'est physiologique. J'ai grandi avec des codes, enfin tu vois, voilà, je suis né en Pologne, je suis arrivé en France, j'étais petit, donc si tu veux, dans la communauté polonaise, la dépression, ça n'existe pas, mais non, c'est un truc de faible, tu vois. C'est physiologique. Oui, aujourd'hui je le sais. Manque de testostérone. Voilà. Putain, les mecs, vous connaissez mieux mon œuvre que moi, tu vois. On connaît un petit peu. Bah t'as dit, on a une bonne mémoire et on kiffe ton œuvre. Ouais, mais tu vois, non, mais par contre, pour moi, vraiment, je vais pas te mentir, j'ai commencé il y a 2-3 ans. J'ai compris, ah d'accord, en vrai, et puis j'ai fait des examens. La conclusion de mon rapport neuropsychiatrique, c'est un suivi psychiatrique approfondi s'avère nécessaire. Je me suis dit, ah putain, tu vois, tous ceux, ça fait 25 ans qui me disent que je suis baisé, ils avaient raison, en vrai, tu vois. Après, voilà, je pense que c'est devenu handicapant, c'est-à-dire que putain, j'ai quand même fondé une famille, etc. Mais il y a un moment, je me suis bien rendu compte que je fais des choses qu'on ne fait pas en vrai, tu vois. Je pars le matin avec une idée en tête, je fais tout l'inverse dans la journée. Donc j'avais des mécaniques qui me dépassaient et reconnaître qu'on est malade ou neurodivergent, peu importe le storytelling. Enfin, voilà, entre le côté polonais, entre t'es un blanc dans un quartier et t'es la minorité dans la minorité, tu dois faire 2 fois plus d'efforts en vrai, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais pu me permettre de montrer un signe de faiblesse en vrai, tu vois. Donc voilà, bah tu vas, comme m'a dit une pote, t'as appris à courir en boitant plutôt que soigner ta jambe, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé jusqu'au moment où j'arrivais plus à courir, j'arrivais plus à marcher et puis voilà. Moi, j'ai envie de faire mon Léa Salamé comme l'extrait. Wojtek, aujourd'hui vous allez mieux? Ouais, c'est pas fini, hein. Franchement, je sais que je fais encore des choses, j'attends, j'ai pas fini tous mes diagnostics encore, je veux vraiment faire ça bien pour une fois, c'est-à-dire que j'ai fait, je pense, la moitié du chemin, j'aimerais bien que la deuxième moitié soit plus douce, plus calme, mais plus dans le contrôle. Tu vois, disons que là, maintenant, tu sais pourquoi tu vas mal, et là, t'es au stade où tu veux aller mieux. Ouais, en gros, c'est que tu te comprends, mais tu t'es pas soigné encore. C'est ça. C'est-à-dire que je comprends que voilà, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin, je pense, d'un petit traitement médicamenteux, même quelques temps, juste histoire de me réapprendre. Mais surtout, j'ai besoin de programmes et de systèmes et d'autres routines, tu vois, et d'autres mécaniques, tu vois. En fait, c'est un truc de... T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? En fait, c'est ça. Il y a un peu ce côté-là de, tu vois, je sais qu'aujourd'hui, on est dans les hommes déconstruits, etc. Mais faut pas oublier comment le monde s'est fait. Il s'est fait dans une violence qui empêche la testostérone, tu vois. Il était pas bon d'être le
le mal oméga dans la cour d'école, on le sait, on les a vus, tu vois ce que je veux dire. Et en Pologne, je pense que le décalage, il était encore plus violent pour le coup, tu vois. Tu sais, ça a été un philosophe grec, alors là du coup on a besoin d'Emilien, qui a dit que les Athéniens, les Grecs, avaient perdu contre les Romains parce qu'ils n'étaient pas assez violents, tout simplement, et qu'ils savaient plus faire la guerre alors que les Romains étaient assoiffés de sang. Et j'ai envie de dire, de ma compréhension, c'est qu'en fait les plus violents et les plus mauvais finissent toujours par gagner. Donc en fait, à un moment donné, quand bien même toi tu vas réussir à te déranger, à te déconstruire, à devenir meilleur, une personne meilleure ou quoi, s'il y a des mauvais autour, en fait, ils vont venir, ils vont juste te détruire. Enfin, et du coup, je pense que c'est pour ça que finalement, on en revient toujours au même. Je pense aussi, j'ai ce constat qu'on traite un peu de cynique des fois sur le monde et l'humanité, mais oui, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. De quoi? Non, je réfléchissais à ce que tu disais. Je mettais, si c'est des Grecs et des Romains, c'est forcément tardif. Je réfléchissais à quel philosophe ça pourrait être. Voilà, j'en étais là. Mais du coup. Moins 1100. Non, mais. Attends, on parle russe ou chinois. Mais du coup, toi, t'as grandi dans les pays de l'Est? Non, j'avais 3 ans quand je suis arrivé en France. En France, ouais. J'ai grandi en Pologne, en France, parce que mes parents sont arrivés, parlaient pas français, donc si tu veux, jusqu'à un certain âge. Passer le pas de la porte, c'était polonais, catéchisme polonais, enfin voilà, tu sais, les plats polonais, enfin voilà. J'ai grandi dans une petite Pologne en autarcie dans la France, tu vois. Tes 2 parents sont polonais du coup? Absolument. Ok. Étaient, je n'ai plus de parents, D'accord. mais ils étaient absolument. Oh, bah, ça y est, je suis libre, frérot. Et tu parles polonais couramment? Absolument. Et j'ai même parlé à ma fille en polonais toutes les premières années de sa vie, donc en fait, si tu veux, elle a déjà des clés de lecture. C'est beaucoup plus facile pour elle de faire polonais-français que français-polonais, mais déjà, elle n'est pas perdue. Elle peut regarder des dessins animés, des trucs. Petite question, comme je parle russe couramment, je remarque dans ton humour, déjà, il y a quelque chose qui est vraiment des pays de l'Est. Ils adorent ce que tu fais souvent, les doubles punchlines, ou dire quelque chose de gentil pour dire quelque chose de méchant, ou l'inverse, dire quelque chose de méchant pour en réalité dire quelque chose de gentil. Petite anecdote que rapidement, moi j'ai connu Karpov, enfin j'ai vu Karpov plusieurs fois, c'est champion du monde d'échecs, et j'étais avec un pote qui est très fort, on faisait des blitz, et Karpov regarde la partie et dit ton ami doit être très intelligent parce qu'il a aucun talent pour les échecs. Ouais. Typique le genre de punch, tu des sais pays pas, de l'Est, c'est tu chaud, sais c'est pas, froid, voilà. T'es meilleur perceur rappeur. Ouais, Bien sûr, c'est très ça. Et du coup, est-ce que parfois, c'est là que venait ma question, c'est que moi, je remarque parfois que quand j'ai besoin d'être plus violent, plus percutant, si je pense en russe, je vais avoir envie de monter une équipe et aller buter des gens, tu vois, parce que je pense en russe et la Russie, tu vois, elle est quand même imprégnée de ce côté-là. Et je voulais savoir si quand t'écris tes battles, parfois tu penses en polonais et ça peut t'apporter un peu parfois ce côté peut-être plus tranchant. Alors, c'est une question ultra pertinente dans un process créatif. Vraiment, ça fait très plaisir. Je pensais pas que j'aurais à réfléchir en live sur ça, mais en fait, maintenant que je dis oui, c'est-à-dire que au début, en fait, quand je cherchais encore à consolider, on va dire, l'efficacité de mes vases, en fait, il y a des fois, je suis là et je savais que l'humour, c'est le meilleur allié. C'est-à-dire que c'est l'humour au-delà du trash, de la violence, de la poésie. C'est parce que c'était drôle d'une manière ou d'une autre que ça fonctionnait. Donc, en fait, si tu veux, quand j'écrivais des battles, à toutes les heures et demie, j'allais regarder des trucs drôles, mais toute définition. Je regardais les caméras cachées canadiennes Just for Love, je regardais un épisode des Simpsons, un sketch des Inconnus, des pubs des nuls, En fait, je regardais plein de choses que pouvait être l'humour, mais j'avais toujours un point d'honneur, en fait, à me dire, attends, je pensais à 2-3 potes polonais. Et me dire, si je traduis la vanne en polonais, est-ce que ça va les faire rire? Et tu vois, si ma vanne, en fait, à un moment, je me disais, ouais, mais non, si elle fait pas rire Łukasz et Jurek, je pense que je vais perdre une partie des gens. Donc parce que je savais que si eux je les faisais rire parce qu'ils étaient un peu récalcitrants au sourire, tu vois comment ils sont les aussi, tu vois, faut aller les chercher. Le vrai humour c'est une balayette, t'as pas le choix et t'emmènes, tu vois. Et l'image aussi parce que le cerveau associatif, il fabrique l'image à la vitesse de la lumière, tu vois. Même si je te dis ne pense pas à une blonde avec des gros seins dans une robe rouge, clac. Après penser à une blonde avec des gros seins, on y arrive même sans que tu le dises. Non mais voilà, mais tu vois, mais l'évocation poétique c'est le cerveau le plus rapide. Donc en fait une punch, j'ai bien compris que là où les mecs faisaient des jeux de mots etc. Quand tu termines par une image, le kraken, l'avion, c'est instant et sinon t'as des parce que ça passe par le toupet ou tu vois, le frontal et qui appelle un micro-temps d'analyse, de réflexion. Une image vaut 1000 mots. Image est l'anagramme de magie. Donc en vrai, t'as vu, c'est la poésie et l'humour, c'était mes meilleurs alliés là-dedans, tu vois. L'image du vol de la Malaysian Airlines, c'est le premier qui me vient en tête, mais c'est vrai que tu finis là-dessus et t'as l'image, quoi. Ouais, je pense Péléo, t'as vu, tout le monde s'est imaginé. C'est complètement absurde et irréaliste, mais ton cerveau il est obligé de se le fabriquer. Donc en vrai le poète il a un temps d'avance parce que bien utilisé tu peux manipuler l'imaginaire des gens en vrai, tu vois. Et ça t'arrivais à le faire fonctionner mais
J'ai appris de mieux en mieux. Et c'est ce que j'allais te dire justement. Tes premiers battles, t'avais un peu moins ce côté humoristique. Est-ce que du coup, t'as eu un déclic de te dire, je vais pousser sur l'humour? J'avais le sentiment que ce sentiment-là, je suis pas sûr que tu le partages. Pas, mais un constat qui s'est, tu vois, d'abord, tu vois, tu fais un battle, puis 2, puis 3, puis 4. Au début, je lisais les commentaires, les retours, j'allais voir, je regardais les battles pour voir. Je me suis toujours trouvé mauvais en vidéo et il y a des fois, voilà, il y a des phases que je pensais qui étaient bien et en fait, elles passaient à côté. Et il y en a d'autres que j'avais sous-estimées qui fonctionnaient. Donc des fois, j'ai analysé même le succès d'une phase plus qu'une autre. Et c'est là que force est de constater que, des fois, une image à la con est plus efficace, tu vois, que des grandes trucs. Donc je me suis plutôt adapté, j'ai misé sur des trucs efficaces, même si ce que je voulais faire initialement, c'était pas le mieux, tu vois. Mais bon. T'as pris du recul sur tes propres battles que t'analysais comme ça, ou sur les battles des autres? Sur les autres aussi. Sur les autres aussi. Je regardais pourquoi j'aime bien lui, qu'est-ce que j'aime dans lui, pourquoi lui ça me parle pas du tout, tu vois. Et voilà, donc en fait à la fin tu te fais ton petit cahier des charges, tes critères, et puis t'es à l'aise. Et puis moi je te dis, je venais un peu de l'autodestruction, il a fallu des années pour que je m'accepte, que j'apprenne à cohabiter avec moi-même. Et si tu veux, je suis devenu, on va dire, connu, reconnu, mais j'étais pas dans la séduction, j'étais en guerre contre le monde entier, mais en vrai j'étais en guerre contre moi-même, j'étais en propre dualité. Donc si tu veux, quand les gens commencent à dire je te kiffe trop alors que toi-même tu t'aimes pas, ça commence à être bizarre. Mais cet afflux d'amour, je crois que c'est avec Charles le Précepteur à qui j'avais tourné. En fait, misanthrope comme j'étais, frérot, heureusement qu'aujourd'hui j'ai cet amour random, aléatoire, shuffle, des fois dans un train, air de repos, des gens ils viennent, ils me checkent, ils me donnent de la force et tout. Sans ça, frérot, j'aurais fait des conneries, tu vois. J'aurais fini Black Bloc, gilet jaune, j'aurais fait sauter des institutions politiques, des plateformes, j'en sais rien, mais je serais parti kamikaze quelque part, tu vois. Tu sens vraiment que t'as eu besoin de cet amour-là du public pour. Maintenant que je l'ai, je sais qu'il me manquait cruellement. En vrai, tu sais, c'est super naïf de dire ça, mais j'ai 44 piges, j'assume, l'amour, frérot, c'est une force que ni Darwin ni la science ne pourra expliquer, ma gueule, tu vois. C'est ça la dimension mystique de la vie. On peut, tu vois, on nous a occulté, on nous a amputé de notre trépied un peu, tu sais, l'âme, l'esprit, le corps. Ciel, soufre, mercure, c'est ça la vraie trinité. On évolue dans ces 3 dimensions-là, tu vois. Il y a le monde extérieur, mais il y a le monde intérieur. La laïcité nous a dit c'est bon, arrêtez avec le monde intérieur. Je pense que je suis pas là pour critiquer de ce que les hommes ont fait de la religion, des institutions en ont fait, mais cette capacité que l'homme a se connecter à l'invisible, à l'au-dessus, aux ancêtres, aux esprits de la terre, aux étoiles, ça fait partie de nous en vrai, tu vois. Je pense pas qu'il y ait une civilisation avant nous qui ne soit pas connecté à l'invisible. C'est que tu t'es reconnecté, toi, spirituellement, t'as eu des avancées, toi, spirituelles au cours de ces dernières années, histoire de... Progressivement, je pense, en fait. C'est-à-dire que, non, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension invisible et mystique qui m'échappait dans l'alignement des planètes, dans tel truc sur scène, sur un... Je sais pas, mais... Tu sais, par exemple, on choisit pas sa femme sur un cahier des charges, c'est un coup de cœur, c'est un élan, c'est une intuition. C'est ça en fait, tu vois. On a une intuition, on a cette boussole qui est pas reconnue, pas respectée, mais t'achètes une maison, un coup de cœur, c'est un coup de cœur. C'est pas quelque chose qui, c'est dans mon budget, c'est ça. Des fois, les gens, ils vont prendre un crédit plus grand parce qu'ils ont eu un coup de cœur et que ça s'explique pas, c'est pas rationnel. La vie n'est pas que rationnelle. Il y a une dimension qui m'échappe, que je mets sur le compte de la magie de la vie, le mysticisme de la vie, l'étincelle divine, peu importe le lexique. On va créer un clivage si on rentre trop dans le truc, mais je reconnais l'importance de l'invisible, moi dans ma vie en tant que poète, dans ce qui m'inspire, dans ce que j'ai envie de partager, quoi. On ressent quand même, tu vois, si t'as lu du Dostoïevski ou ce genre d'auteur, on ressent un peu ça aussi, c'est... la mystérieuse âme russe, entre guillemets. Là encore, je reviens à ça sur les pays de l'Est, mais c'est vrai que tu ressens un peu ça, cette mélancolie, cette recherche de quelque chose qui nous transcende en tant qu'être humain. Je pense, après, tu sais, moi, j'ai grandi avec ce spectre religieux. On m'a forcé à aller au catéchisme, à faire ma communion, ma profession de foi, à une époque où j'avais juste envie de jouer au foot avec mes potes, tu vois, à ce moment-là. Donc, j'ai fait un rejet. Et puis après, vu comment certains hommes pouvaient être diaboliques, je me suis dit qu'il y avait peut-être des cultes, tu vois, qui m'échappaient. Et puis après, après chacun sa vision de l'histoire. Mais il y a des hommes qui sont tellement mauvais sur Terre que... Je sais pas quel idéal ils servent. Mais en vrai, tu sais, même d'un point de vue symbolique, tu vois... Voilà, je pense qu'il y a vraiment une lutte entre une forme de lumière, d'amour et une forme d'égoïsme et d'obscurité, tu vois. La lumière au singulier, les ténèbres au pluriel, tu vois. Ça va te paraître étonnant, mais je vois les choses comme ça aussi. Donc c'est pour ça que je sais pas trop quoi dire. Mais les échecs, c'est exactement la représentation, tu vois, de 2 camps qui jouent sur les mêmes règles, avec les mêmes trucs, mais sauf que
j'espère, la lumière a un coup d'avance. Ouais, mais dans les échecs, t'as quand même ce côté, de mon point de vue en tout cas, de construction et de destruction. C'est-à-dire que tu construis ton château, ton toit, et quelque part, comme tu dis, t'as quelque chose qui est en face de toi, et les deux peuvent pas cohabiter au final. T'arrives toi à voir quelque chose d'assez spirituel dans les échecs plutôt que juste un jeu, j'allais dire, relativement simple et basique. Mathématique. Voilà. Ouais, vraiment mathématique, ou dans le sens où tout est déjà presque préétabli ou préétablissable, si ça se dit, quoi. En fait, moi, étant un peu ce côté aussi, on va dire, Slave, spirituel, aujourd'hui. qui était C'est toujours dans le là, pack. qui est venu. Tu vois, les échecs, ils ont un côté maçonnique en réalité, qui est vraiment dans la construction, la destruction, l'usure aussi, comment ta position s'use, etc. Et t'as ce côté-là qui existe dans les échecs pour moi, clairement. C'était un genre Moi, il y a une d'architecte belle en fait. poésie même en fait, si tu veux, parce que le pion, la ligne droite est le chemin le plus court. Le pion qui traverse l'échiquier, qui arrive à la fin, Ah il oui, se transforme, ouais. il se dépasse. Le seul moyen qu'il a de sortir de la ligne de droite, c'est pour prendre un pion, c'est l'acte de tuer. Et c'est le seul truc qui va te sortir de la ligne qui était initialement pour toi. Je trouve, moi en tout cas, c'est une poésie à un moment que j'ai vu dans les jeux d'échecs. Je me suis dit, putain, les mecs ont conçu ça. C'était des tronches, tu vois, parce que je trouve qu'il y a des vraies leçons de vie en vrai. Non, tu mais vois, il y a un truc dans ce jeu, ouais, assez particulier. Pour que le roi je trouve survive, aussi. t'es obligé de sacrifier des pions, mais en même temps, le pion a un potentiel beaucoup plus grand que le roi lui-même, tu vois, parce que le pion peut redevenir une dame, tu vois. C'est ultra féministe les échecs, tu vois. C'est la femme qui est la plus puissante sur l'échiquier. Puis comme j'ai dit à un copain un jour, ça l'a marqué cette phrase, je lui ai dit oublie jamais que sur un échiquier, le roi c'est toi. Tu sauves ton cul en vrai. Non mais en vrai, tu sais, c'est un pote Rouskov une nouvelle fois qui m'a dit ça, il m'a dit en fait, quand les pièces s'approchent de ton roi, c'est comme un doigt qui s'approche du trou de ton cul. Ouais, tu pourras sacrifier tout le monde pour verrouiller, quoi. Ouais. C'est clair. Mais oui, il y a ce côté-là aussi dans les échecs. Et c'est un proverbe italien qui dit à la fin de la partie, toutes les pièces retournent dans la même boîte. T'as pas mal Ouais, bien sûr, bien sûr. de choses comme ça. Du coup, ouais, c'est des analogies que moi j'ai jamais faites parce que juste elles me sont pas venues, mais c'est vrai que en fait j'ai un peu cette pensée un peu cartésienne, pratico-pratique de me dire bah c'est un jeu, le jeu a été conçu pour être un jeu, mais c'est vrai qu'il y a très souvent, en tout cas, des possibilités de tirer non pas des conclusions forcément, mais en tout cas des inspirations un peu plus... Ouais, un peu de philosophie, un peu de poésie. En fait, peu importe, quelque chose qui te permette de grandir, tu vois. Moi, j'ai un pote qui avait fait un essai philosophique qu'il avait appelé le système G, c'est la philosophie du gamer. Il dit si on vivait comme on joue aux jeux vidéo, on serait beaucoup plus persévérant, on vivrait pas nos échecs comme des échecs, mais comme ah vas-y, je vais faire le boss 30 fois jusqu'à temps que je le batte, tu vois. Là, tu vas te planter à 2 entretiens, t'es démoralisé. Donc, on peut philosopher et... Moi, ce que j'appelle de l'alchimie, transmuter le plomb en or, à un moment, ce qui te plombe dans la vie, frérot, transforme-le en or, en vrai, tu vois. Transmute, tu vois. Sinon, tu vas vivre avec tes blessures, ton histoire, tes machins, tu t'en sortiras jamais, donc... T'arrives à tirer quand même une philosophie de vie sur un peu tous les aspects qui sont pas forcément des aspects directement propres à la philosophie Moi, tout ce que j'aimais classique. pratiquer dans la vie, j'ai joué aux échecs, ça m'a donné... Je pense une petite vision un peu à long terme. Des fois, on peut sacrifier, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois. Enfin, même quand je sais qu'à un moment, je perdais des battles parce que je m'impliquais pas, que je voyais tout le monde me cracher dessus. Ouais, ça y est, il est fini et tout. J'étais en mode joueur d'échecs, c'est pas grave. Je perds un fou, je perds un cavalier, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Tu vois, baissez votre garde. Je sais ce que c'est. Tu baisses ta garde, tu commences à prendre confiance. Et puis voilà. Donc en fait, si tu veux, la cuisine, ça m'a donné un regard de transmutation. Tu vois, prendre des matériaux bruts et les transformer, le bâtiment, la rénovation, voir le potentiel d'une ruine et se dire que cette ruine-là peut devenir un foyer où des familles vont grandir et ça va devenir la maison d'enfance de quelqu'un. Donc en fait, si tu veux, tout m'a inspiré. En vrai, j'ai suivi. Moi des fois je voyais un corbeau, il passait à gauche et je tournais à gauche, tu vois ce que je veux dire, pour savoir où est-ce qu'il allait m'emmener, tu vois. Et puis bing, je passais devant une librairie, je rentrais dans la librairie et puis bing, il y avait un livre, oh tiens ça me parle, je l'achète au hasard et puis je vais lire le livre et dans ma tête je me disais ouais voilà c'est le mektoub, c'est écrit, c'était le destin, voilà tu vois, enfin j'ai vécu comme un poète en vrai, tu vois. Est-ce que quand ta fille est née, ça a changé ça un petit peu? Est-ce qu'il y a un côté, la alors il s'est responsabilité passé quelque d'être chose, père? mais ça arrivait pareil au fur et à mesure. Moi par exemple j'ai beaucoup de potes qui ont adoré la première année de papa.
Moi, les 6 premiers mois, le bébé, c'est un poisson rouge, t'as vu, les interactivités sont très limitées. Je suis d'accord. Je me suis pas. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est ça qui. Il y en a dur. beaucoup. Moi, j'ai des potes qui ont adoré, tu vois. Moi, ok, c'était cool, faire un petit pot à pot, c'est mignon, s'endormir avec elle. Mais bon, au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, et après, je sais, parce que voilà, le TDA aussi, tu vois. Stimule-moi au bout d'un moment, tu vois. Donc moi je pense que la première année j'étais plus un soutien pour la maman que pour le bébé. Et puis après, à partir de 2 ans, elle se déplace, elle commence à communiquer. Là ça devient une espèce de petit animal intermédiaire avec une conscience entre l'homme et le hamster, tu vois. Attends, c'est là qu'arrive, je me rappelle, j'ai gratté un seul truc pour quand Wojtek arrive, c'est le moment de le dire. J'ai arrêté d'écouter tes battles du coup quand ma fille est née. Parce que je me suis dit un jour elle va se réveiller, elle va me dire je vais te briser papa. Franchement ma fille est vanne hein. Elle est vanne hein. Elle m'a envoyé des belles punches dans la gueule et en même temps elle s'en est pris des belles depuis qu'elle est petite, mais je suis content de voir que ça là elle arrive. Et pareil, des fois elle est vexée, donc quand tu cèdes à l'émotion t'es plus créatif. Quand t'arrives à prendre ça comme un jeu, bing bing bing. Ta fille a quel âge maintenant ? 10 ans. 10 ans, ouais, donc elle arrive à. Elle a l'âge de prendre conscience de tout ce qui se passe. Non, elle est très douée. Et puis elle a une pertinence que j'avais absolument pas. Elle te prend déjà en battle. J'en doute pas. Non, je sais pas, mais elle te connaît, ma fille aussi. Hein, t'inquiète, de regarder chez mamie. Moi, j'ai pas la télé à la maison, mais malgré tout, t'es quand même un personnage, tu vois, qui m'a. Je t'ai vu dans le téléphone, malgré tout, tu vois. Même si j'ai pas la télé, quoi. Non, mais c'est ce genre de truc où, avec ta fille, du coup, est-ce que ça t'a, toi, sorti un petit peu des battles, le fait d'avoir ta fille, ou parce que c'est peut-être aussi un peu. De mémoire, je sais que ma fille est née, je crois. 1 mois ou 2 mois avant le RC9 contre Madou. Donc je pense que non, venir père. Ouais, je pense que c'est un truc. En fait, là, on voit bien le stress de la gestation. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu sais, toute cette pression, j'ai tout relâché ce moment-là. Non, mais en fait, ça m'a donné beaucoup de rondeur. Mais pas que. En fait, c'est comme tout. Il y a toute une évolution. C'est-à-dire que l'amour que sa mère m'a apporté aussi dans ma vie, avant même d'être papa, déjà, tu vois ce que je veux dire ? Là où tu te sens monstrueux, ou quelqu'un te regarde comme quelqu'un de beau, de noble et tout, tu vois ce que je veux dire, enfin comme on dit, tu vois, j'étais un valet, t'as fait de moi un roi en vrai, tu vois, donc il y a vraiment, moi voilà, je miserais sur ça, et puis après la responsabilité en plus de père, bah en tout cas m'a coupé court par exemple à toutes mes pulsions suicidaires, tu vois ce que je veux dire, parce que voilà, tu fais pas ça. T'assumes maintenant, tu vois ce que je veux dire, elle a rien demandé, c'est un truc ultra égoïste en vrai de faire un enfant, maintenant qu'elle est là, s'il te plaît, prends-lui l'expérience, voilà, tu vois, arme-la, équipe-la, instruis-la, et ne la détruis pas en vrai, tu vois, qu'elle passe pas 10 ans après à se reconstruire, quoi. Et d'un côté complètement pragmatique, est-ce que c'est à ce moment-là, après, t'as le RC contre Madou, j'imagine qu'après c'est contre Hermano contre Louvain, mais non, t'as Louvain et après t'as Hermano, mais c'est pas très longtemps après, je pense, dans la timeline. RC9, RC11, RC13, je crois que je faisais un battle de pause entre deux à chaque fois. Et RC10 Louvain. Ah ouais, c'est pas le 11 c'est Emilien, donc... T'es sûr ? Ouais, il est sûr. Il a dit RC10. Je crois que j'ai pas fait le RC10, tu peux vérifier ? Ouais, non mais est-ce qu'à ce moment-là, parce que je me rappelle à la fin du battle contre Hermano, c'est là que tu vas dire que tu vas faire un spectacle, un one-man show. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, t'as ta fille qui arrive, tu commences à être pragmatique? Ah, t'es chaud. Putain, merde. Et tu te dis, il va falloir que je commence à monétiser mon talent aussi pour ma fille ou quoi, ou il y a pas ça? Frérot, le problème, c'est que comme je te dis, je suis un autodestructeur de ouf en vrai. Ouais, mais c'est justement d'où vient la question. La naissance de ta fille va pas changer ça, en tout cas dans l'immédiat. C'est vraiment ton côté plutôt après thérapie, etc., travailler sur soi-même. Tu vois, et encore, clairement. C'est-à-dire que le spectacle, en fait, à la base, c'est même pas mon idée, tu vois, pour le coup, parce que. Les mecs comme moi, dans ma tête, en fait, ils écrivent pas des spectacles, c'est réservé à une élite. C'est réservé, moi, comme je te dis, il y a un moment, j'étais encore le syndrome de l'esclave, de l'ouvrier polonais qui travaille mieux mais qui est moins cher. Parce qu'il bosse au black, alors qu'en vrai, la presta est au-dessus du marché. Ouais. Elle devrait être plus chère que le marché. Mais... Comment ça, t'as une Mercedes au prix d'une Twingo accidentée? Ça existe pas, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux me dépasser de tous ces syndromes-là un peu, etc., j'ai créé un spectacle parce que quelqu'un m'a suggéré de le faire. Je l'ai envoyé chier. J'ai réfléchi pendant 1 an, je l'ai rappelé pour dire ouais, en vrai, je crois que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre en vrai plus. Ça me paraît arrogant de monter sur scène et de dire bon, écoutez-moi en vrai. Tu vois, même si les gens disent mais moi je suis prêt à payer pour venir t'écouter, tu sais cette mais qu'est-ce que je veux dire, moi j'ai l'impression d'avoir pas grand chose à partager en vrai, tu vois, mais quand même j'ai commencé, je me suis pris au jeu, puis j'ai fait quelques représentations. Après il y a eu le Covid, moi j'ai arrêté de bosser 1 an pour développer ça, j'ai pas rentré de sous pendant 1 an, j'ai grappillé mes économies, tu vois, mon associé a beaucoup investi sur le projet, le Covid est arrivé, on avait joué 2-3 mois.
Ça a bousculé les habitudes de tout le monde. Le pragmatisme oblige et la vie de famille, je suis retourné charbonner comme une bête de somme, tu vois, pour compenser les rentrées et tout le projet. J'avais pas anticipé la pandémie mondiale, écoute. Ouais. En bon complotiste que je suis, j'aurais pu le voir venir quand même. Et c'est là tu que vois. t'as commencé à faire plus de battles, à gauche, à droite, plus de représentation oui, à ce moment-là. RC Sud, c'est clairement ça. Il n'y a plus de date, il n'y a plus de taf. J'accepte Bramzo, alors qu'en vrai, je. Et c'est là que tu commences justement à perdre quelques battles et où le mec commence à dire il est fini et tout. Et, c'est ça. Et après, évidemment. Donc entre 2020 et 2025, en vrai, à peu près. Hein, Ton RC Sud contre Bramzo, tu le perds. Ouais. Je choque 3 couplets, frérot. Oui. Mais j'écrivais le battle dans le train le jour même. Ah oui, on doit battle à 21, donc je mange pas parce qu'on nous sert à manger à 20, j'aime pas être ballonné. On passe à minuit et demi, frérot. J'ai froid, y a pas une loge calme, tu sais, on est dans une espèce de vestiaire commun. Je vais pas faire le mec, mais à 40 ans, j'avoue. J'ai plus la dalle et l'émission. Avant, je tapais des blablacars, je traversais la France pour un concert de rap. J'avoue que tu perds ça, tu sais que t'es loin de ton petit concon familial, tu pourrais t'endormir, tu vois, entre madame et bébé, enfin, tu vois. Et t'es là et tu te fais yesh dans une... bref. Et puis il y a aussi le fait que tout le monde a envie de te battre. C'est-à-dire tu bats Wojtek en battle, t'as battu Wojtek. En fait, quoi. entre ce que t'es et... mais l'avatar et la projection. Ouais, mais je veux dire, c'est comme... tu vois, j'imagine aux échecs, Carlsen, c'est pour ça qu'il a arrêté de faire les championnats du monde, parce qu'à un moment donné, c'est ce dont on discutait nous off, à un moment donné, Carlsen, il dit « Je suis plus fort que tout le monde, je les mets tous à terre. Si un match de championnat du monde, une fois sur 12 parties, ça joue sur un ou deux coups, au final, je perds. Le mec, pendant 2 ans, ils vont me casser les couilles à me dire « Ah, j'ai battu Carlsen, ah, je suis plus fort. » À un moment donné, c'est « Allez, vas-y, dégagez, c'est moi le boss. De toute façon, je vais vous laver tout le temps. » Et la preuve, là, il est pas champion du monde et t'as tout le monde qui est en mode jouer pour la 2e place, quoi. Mais c'est vrai que du coup, les mecs qui viennent contre toi, c'est vrai que j'ai jamais été le numéro 1 dans ma vie. C'est la première fois où j'étais la tête de proue, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, forcément, t'as la lumière, donc tu fais de l'ombre, et derrière toi, il y a des gens qui sont dans l'ombre. Donc, plutôt que se décaler, plutôt que de te passer devant, ils vont te reprocher de leur faire de l'ombre. Et gérer tous les à côté, tous les aléas de tout ça, ça peut venir parasiter ta création et la pureté de ton intention, alors qu'à la base, tu voulais juste t'amuser, rigoler. Tu vois ? Ouais, c'est ce que qu'on discutait quand on est venu. Moi, le battle avec le dernier contre Bramzo, moi par exemple, ça m'a moins plu personnellement. Parce tu vois, de qu'il y tous avait tes battles, de la tension. c'est ça. En fait, tous les autres, j'arrive, je sais que c'est du second degré. J'écoute tes battles. Je comprends en fait que c'est un jeu en fait et qu'il n'y a rien. Et je suis là vraiment que pour l'oralité, le lexique, le jeu de scène et tout. Et là, ce battle là, tu sens et tu vois, tu te dis mais en fait c'est pas ça qu'on vient voir. Un peu perdu ma question. T'inquiète. Oui, la question c'était aussi, est-ce que du coup avec le temps, le fait de moins prendre les battles au sérieux pour le fait de les choke, sortir tes anti-sèches, est-ce que ça c'est le fait que t'avais l'âge, plus rien à prouver et juste un peu moins d'envie ? En fait, je suis absolument pas à l'écoute de ce que je ressens, de ce que je veux. Tu vois, donc en vrai, il a fallu que je me fasse le constat après coup de me dire, mais en vrai, ce comportement-là trahit bien un manque d'implication. Si je suis pas impliqué, c'est que j'en ai peut-être plus autant envie. Parce qu'avant, quand j'avais la dalle, les 3 jours qui précédaient le battle, j'étais monotache. Tu vois, je me réveillais à 8h, je grattais un couplet sur la journée, tu vois. J'étais dans un process et j'étais dans un état de ressources que, en fait, à un moment, forcé de constater que je l'avais plus. Mais comme il faut du temps, parce que voilà, je suis, ok, donc ça, plus ça, plus ça. Bon, en fait, j'ai plus envie de battle, en vrai, c'est juste ça. Tu sais, une meuf qui te plaît plus. T'es moins câlin, t'es moins tactile, tu vois ce que je veux dire. Pareil, faut du temps quoi. Ouais, c'est ça, avant d'accepter que ça y est, la passion c'est amenuisé, tu vois ce que je veux dire. Il y a plus d'attirance, il y a plus le magnétisme, tu vois. Ok. Et ce déclic là, tu arrives à l'avoir quand du coup ? Je sais pas si c'est dans les vraiment 2-3 dernières années, je pense vraiment, tu vois, parce qu'il y a une part de moi, il y a un peu d'ego des fois, tu vois, tu vois un bon battle, il y a un mec, tu dis oh putain, c'est bien. T'as envie d'écrire, tu vois, tu penses à un truc, tu dis ah putain ça ferait une phase. Tu sais quelle phase pourrait retourner une salle des fois, donc tu dis j'aimerais bien le faire. Mais en vrai, même choisir cette compétition, cette rivalité, ce clivage, j'aimerais rassembler, fédérer aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie de vrai pour le beau, le bon, l'utile, et pas contribuer en fait à ce que des mecs perdent confiance en eux, qui se disent je suis moins bon dans mon art. Et est-ce que le fait d'avoir tout gagné et d'être devenu justement la figure de proue des RC et du Clash en France, est-ce que ce fait-là, ça a pu jouer aussi dans ta démotivation, tu penses ? Oui, parce que je pense qu'il y a une répétition. Je pense qu'aux échecs, ça s'appelle échec parce que tu progresses quand tu perds. Tu vois, quand tu gagnes parce que l'autre à un moment a fait une erreur.
Tu vois, je le vois comme ça en vrai. Donc si tu veux, au bout d'un moment, il y a une redondance. C'est un peu, même si je change ma manière, des fois je vais être un peu plus, tu vois, louvard, mon souffle chaud dans ta nuque, je vais être un peu plus machin, tu vois. Je me dis, tiens, je vais surprendre, je vais rester dans mon truc, mais je vais essayer de me renouveler. Au bout d'un moment, bon... Est-ce que tu peux faire du free fight pendant 15 ans en vrai? Tu vois, cette combativité, je veux dire, quand t'es jeune, et encore, j'étais même pas si jeune que ça, j'avais la trentaine, mais j'avais la niaque, j'avais la rage, j'avais mal. En vrai, j'avais encore mal. Aujourd'hui, j'ai plus mal, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire? Donc. Mais ça se ressent. Ouais. Tu vois, ce qui est génial dans ton art et dans ce que tu fais, c'est que, en fait, t'es complètement entier. C'est-à-dire qu'on le ressent en fait en premier degré en fait, c'est ça que tu transmets, ça vient peut-être à ce dont on disait au début, pourquoi avec toi ça marchait, parce que même là on est en train de discuter avec toi et il y a une aura, il y a un truc qui se ressent, un truc de sincérité, d'authenticité et d'entièreté. Et là quand tu t'en bats les couilles, c'est sûr tu t'en bats les couilles, en fait c'est... Enfin je trouve que c'est beau. Tu peux pas tordre ça, enfin oui, bah écoute, tant mieux, tu vois. Enfin bref, moi je suis dans mon œil du cyclone, frérot, je vis ma vie derrière ces lunettes, j'ai toutes mes galères comme tout le monde, tu sais, enfin voilà, c'est une facette très infime. L'idée qu'on se fait de moi, elle est tellement loin des fois tu vois, de ce que peut être mon quotidien en vrai, quoi. Mais... Et je sais pas si t'aimes parler d'autres artistes ou quoi, mais moi j'aime beaucoup aussi dans le rap, du coup dans la musique j'aime bien Booba, parce que je trouve qu'il y a vraiment un... Il y a un modèle d'excellence, frérot. Ouais, atteindre le top c'est facile, y rester... Et je trouve que même dans l'écriture, il y a du commun, parce que je trouve qu'il a cette... Ça même force que lui, parce qu'il est peut-être arrivé avant, temps mort, j'étais vraiment gamin. Mais il y a ce côté d'image, un peu comme toi, je trouve. Il y a une similarité. Est-ce que c'est quelqu'un déjà avec qui tu as des relations X ou Y? J'ai jamais eu l'occasion de le croiser. On a des potes en commun, je pense, tu vois, pour le coup, tu vois, mais... Est-ce que tu sens une similarité aussi dans... J'adorais en tout cas son évocation poétique, c'est-à-dire que sa capacité, l'alcool les rend coquines. J'ai buté Calimero d'une bastos dans la coquille. Ouais. Magnifique, tu vois. Paix en noir avec une fauche, contourne les MC à la craie blanche, tu vois. Fais pas ton nid sur la branche d'un aigle. Bien sûr qu'il avait des allégories par contre. Alors après, voilà, à vérifier, mais dans certains cas, il les a traduites de l'américain. J'ai vraiment vécu ça comme une trahison. C'est-à-dire que j'étais très très fan de Booba. Tu savais? Pas du tout. Il y a certaines phases, il y a des mecs, il a débunké, alors attention, hein, pour avoir fait sortir tout ça, il peut pas avoir fait que du plagiat. Je pense qu'il a une vraie fibre. Peut-être que des fois, il a choisi la facilité de traduire une phase parce qu'il l'a trouvée lourde et efficace. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai fait une phase comme ça avec... même les moustiques font demi-tour quand ils t'approchent. Je l'ai entendu en Pologne, cette blague. Ouais, il habite un trou tellement paumé que même les moustiques, ils font demi-tour. Ça m'a fait rire, je me suis dit bon allez, j'ai pas misé mon battle là-dessus, mais en petite virgule illustration, donc en vrai c'est pas méchant. On peut pas être créatif à 100% tout le temps, etc. Tu vois. Mais non, bien sûr que j'adore Booba dans ses phases. Ouais, il m'a matrixé plus jeune, bien sûr. Ouais, il y en a une que j'adore et j'espère qu'elle est lui, mais c'est je ferai des millions, des milliards, laisserai tout en pourboire au corbillard. Je trouve ça tellement beau et comme tu dis évocateur, et je retrouve un peu, enfin voilà, je trouve qu'il y a une similarité dans le style. Booba il est très intelligent, il est très sensible aussi, je pense, tu vois. Enfin il allie toutes les qualités, je pense qu'un artiste de sa trempe doit avoir en vrai, tu vois. Ça se voit qu'il a lu l'art de la guerre aussi, il a des postures, enfin voilà, tu vois. Voilà, qu'est-ce que tu veux frérot, tu restes pas 25 ans en place par hasard. Non mais c'est... Enfin, j'ai été curieux parce que je sais que parfois c'est une question, Booba il est un peu clivant dans le milieu du rap entre guillemets, ouais, parce que, alors que pour le public tu vois... On est dans un pays où on a du mal à être content de la réussite d'autrui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, ici on va pas dire belle voiture, on va la rayer en scred, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, parce qu'en fait la réussite de l'un te renvoie à ton propre échec, tu vois ce que je veux dire. Et donc je pense que c'est pour ça que Booba a choisi même de se barrer à un moment pour plein de raisons. Parce qu'à leur niveau, moi j'ai un succès d'estime, je suis dans une niche en vrai, tu vois ce que je veux dire, ça va, tu vois. Eux leur vie ça doit être, toi, je n'ose à peine imaginer, tu dois même plus pouvoir sortir tranquillement. Ouais forcément, tu vois, ouais. Désolé, excuse-moi. Il y a un peu de ça, mais je pense que c'est quand même pas comparable avec lui qui est là depuis 25 ans. C'est-à-dire que moi j'ai eu le truc où ça a duré 2 ans. Et ouais, mais déjà voilà. À ton niveau, alors imagine au sien. Mais c'est ce que je te dis, justement, c'est pas comparable. C'est pas comparable, vraiment. Et j'avais une question, c'était genre en artiste rap, à qui en inspi, ou que ce soit en rap normal ou en clasher, Qu'est-ce que toi t'écoutes? Est-ce que t'écoutes des trucs franchement là en réfère ou pas? Depuis que je me suis retiré du battle, je me suis même désabonné des chaînes battle, je regarde plus de battle. Ça y est, je suis en mode allez,
je jetterai un œil. À un moment, j'irai prendre la température dans quelques temps, histoire de voir comment. Mais là, même les derniers, là, ils ont fêté leurs 15 ans il y a peut-être un mois, peut-être, tu vois. Bah, j'avais tous mes potes qui y étaient, tu vois. Moi, j'étais sur une convention à Laval, tu vois. Tout comme au RC d'avant, où je faisais une petite version bêta de mon spectacle chez des potes. Je me suis beaucoup rapproché de la communauté tatouage, tu vois. Parce que l'encre et les images, en vrai, puis naturellement, tu vois, enfin, j'avais déjà une attirance pour le tatouage. Donc, je me suis rapproché un peu de cette communauté-là. Parce que, contrairement au rap, on me fait moins chier là-bas. Je suis en concurrence avec personne et tout, tu vois. Mais donc du coup dans le rap, battle rap, j'écoute pas trop, donc je peux pas dire ce qui s'est fait depuis 2 ans véritablement. Ouais. Après en artiste, il y a des petites plumes que j'aime bien. Bah, y a un mec de Toulouse par exemple qui s'appelle Spécimen, qui vient d'emménager à Paris, que j'adore. J'aimerais vraiment le voir pop à grande échelle parce qu'il a une écriture que je trouve admirable et précise, tu vois. Il y a mon ref qui s'appelle In Dynasty, je trouve que... Ouais, il chante, il top line, il pourrait faire des chansons Walt Disney, tu vois, et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça mord pas, tu vois. Et en inspi que toi tu peux... Ça c'est aussi des inspi que toi tu peux avoir pour ce que tu fais maintenant? Non. Ou... Non. Aujourd'hui, t'arrives vraiment à dissocier ce que tu fais de tes inspi? Bah, aujourd'hui, je pense que j'arrive à concevoir que j'ai une certaine singularité. Par exemple, moi je suis passionné, fasciné par l'occultisme, l'ésotérisme. Le tarot, la cabale, la dimension justement un petit peu mystique de ça. Et je suis quand même un mec un peu street. Même je sais que je suis un daron un peu Kaira, tu vois. Je l'ai vu en fait aux réunions de parents d'élèves dans plus d'une situation, tu vois, où... Donc en fait je sais que ça par exemple j'aimerais bien vulgariser l'occultisme en fait de manière un peu urbaine, tu vois, parce que la PNL, la programmation neurolinguistique, et la cabale, l'arbre de connaissances de la mystique juive, il y a des parallèles de ouf en vrai, tu vois ce que je veux dire, et je trouve qu'il y a beaucoup d'outils et de clés là-dedans qui nous aident à aborder une vie un peu plus saine, et j'aimerais bien, comme je te dis, transmettre un peu plus et arriver. Donc j'essaie de me détacher, j'arrive plus à regarder des films, je lis plus, en ce moment je lis pas beaucoup, vraiment, tu vois. Je lisais tant que je me posais des questions, j'ai des réponses, maintenant à moi de faire ma tambouille et après je reprendrai. Mais en inspi, si tu veux, dans l'écriture, je sais qu'il y a eu un avant, après Pedro Juan Guterres, qui est un auteur cubain qui m'a réappris à écrire. Avec des images, comme il dit, il n'y a pas d'école pour apprendre à écrire. Des fois, on peut pas maquiller ou parfumer ce qu'on veut écrire. Des fois, il faut retrousser ses manches, les mettre dans la merde, prendre la merde et la déposer telle quelle sur le cahier. Moi, c'est une image qui m'a grave parlé. On parle de réalisme sale de Pedro Juan. C'est un peu un Charles Bukowski cubain, tu vois. Version insolaire, sous Rome, etc. Tu vois. Traite beaucoup de sexe, beaucoup d'alcool. Bah voilà, je pense que en tout cas, ça doit être une des influences principales dans mon style de plume à un moment. Tu vois. Et toutes ces influences-là que tu as, c'est davantage pour ton spectacle désormais? Ouais, le spectacle, bah justement, il est prêt, il est écrit, mais comme je suis très désorganisé, que j'ai pas eu je cherche un tourneur ou un booker avec qui ça marcherait bien. En fait, j'arrive... C'est l'occasion. Là, on a peut-être du monde. Si t'as besoin de quelqu'un... Bah, le problème, frérot, c'est qu'en fait, voilà. Moi, je peux travailler qu'avec des gens avec lesquels je peux bouffer, comme a dit, je crois que c'est Astier qui a dit ça, tu vois. Et Chabat, il a dit mieux, il dit, moi, je travaille avec des mecs que quand je les vois arriver au bout de la rue, j'ai déjà la banane, tu vois. Donc malheureusement, j'ai eu deux managers producteurs, mais ça a été des coups de cœur. Eux, c'était pas leur métier. Ils ont juste voulu me donner de la force, mais c'était pas leur métier. Ouais, et j'ai pas trouvé le tourneur booker. Mais le spectacle est prêt, j'attends que ça. Et ouais, c'est les élucubrations fantasques d'un vieil ermite pervers. Voilà un peu le spectacle. Et ça parle poésie. Il y a du rap, il y a un DJ avec moi, il y a du son, il y a 8 ou 9 sons. Il y a des blagues, il y a un peu de confession, c'est moi en fait, je parle un peu de moi, tu vois, je développe un peu, je reviens sur le parcours des Rap Contenders parce que c'est les questions que les gens, ils veulent des réponses à ça, tu vois. Mais le but c'est de m'en détacher, de dire, en vrai si on est un bon guerrier, c'est parce qu'on est parfois un mystique et un sorcier en dehors aussi, tu vois. Donc j'explique, selon moi, certaines raisons qui fait que, j'ai réussi certains battles mieux que d'autres, tu vois. Parce que j'ai récupéré des connaissances qui étaient accessibles à tout le monde et que j'ai, je pense, compris. En fait, on peut, quand on t'écoute là depuis 1 heure, j'ai vraiment l'impression, et c'est l'impression ce que tu transmets actuellement,
que tu as eu vraiment une moitié de ta vie adulte, entre guillemets, de 20 à 40, où tu as été destructeur, en fait, et maintenant, tu es passé vraiment dans le côté constructeur. Si on voulait résumer, en fait, tu as détruit Ouais, maintenant... je suis encore en transition. T'es en transition, mais je veux dire, dans ta tête, en tout cas, t'es maintenant passé du côté où, bah, du coup, c'était les battles, c'était quelque part vraiment quelque chose de destructeur, en fait. Tu déchaînais la tempête venue de l'Est, et aujourd'hui, en fait, t'es vraiment... tu veux transmettre et tu veux pas réparer, parce que c'est pas le mot, mais tu veux faire... Mais j'ai un pote qui m'a fait ça, il m'a demandé, lui, il est beaucoup dans la religion, pratiquant, tu vois, un musulman. Les bons musulmans, ceux qui font jamais de bruit, en vrai, ceux qui pratiquent, enfin bref, tu vois. Et donc il m'a demandé si j'avais pas peur un peu pas du karma, mais du retour de flamme de tout le mal que j'avais proféré. Je me suis pas posé la question, parce que les intentions étaient bonnes, comme tu sais, c'est du spectacle, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont vécu personnellement. Donc en vrai, je sais que j'ai peut-être fait du mal, des fois par maladresse, tu fais une blague, tu cherches juste sur l'efficacité, sans savoir si tu vas pas appuyer sur un trauma familial, une blessure. Tu vois, donc effectivement, je suis pas forcément fier de tout ce que j'ai pu faire. D'un autre côté, la vie, il y a le bien, le mal, la vie, elle fait mal, et si elle devait pas faire mal, elle le ferait pas. Dans le sens, tu vois, toi qui es croyant, etc., en fait, s'il devait pas y avoir de mal, il y en aurait pas. Donc si on a et qu'on fait du mal et qu'on le reçoit et qu'on le transforme, c'est qu'on en a besoin et qu'il est destructeur mais aussi constructeur, en quelque sorte. Oui, non mais bien sûr, et puis j'ai toujours fait ça avec des consentants, si tu veux, donc personne n'est victime, c'est deux boxeurs qui se foutent sur la gueule. Mon pote qui me disait ça, lui il est coach sportif, boxe aussi, je lui ai dit mais c'est pareil, donc est-ce qu'il y a un moment, toi, tu t'attends à un retour de flamme des coups que t'as mis pendant un combat ? Tu vois ce que je veux dire? On est sur des trucs, tu vois. Moi, en tout cas, je le vois pas comme ça. T'as été artiste, les gens qui le prennent mal, c'est eux par rapport à leur prisme de vision qui le prennent mal. Oui, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation, bien sûr. Et justement, on en revient au clash avec Bramzo. C'est pour ça que moi, j'étais plus mal à l'aise parce que là, du coup, le prisme, en tout cas des deux, tu sens qu'il y a... J'en ai pas reparlé, moi, publiquement depuis, mais je sais que lui, il est parti faire une vidéo de 2 heures où il dit que c'est truqué, machin, que le public est acquis à ma cause. En vrai, j'ai pas aimé sa posture. C'est-à-dire que même les jours précédents le battle, il allait trop loin en fait, tu sais, ça se voyait que ça tournait perso, donc j'avais écrit un battle, moi qui était gentil, naïf, à distance émotionnelle de tout ça, et j'ai tout presque pas tout réécrit, mais j'ai changé quelques lignes cruciales dans l'après-midi. Voilà, je le raconte au début du battle, j'arrive en début d'après-midi, je tape la route de Touraine, etc., j'arrive pour un truc, on me la fait à l'envers et je me retrouve à me tourner les pouces pendant 5-6 heures. J'ai autre chose à foutre, en vrai, si tu veux, ces 5-6 heures, j'étais comme un lion en cage, tu vois. Je me suis auto-nourri de ma colère que j'avais contre lui. Le petit con, comment il ose me faire ça, tu vois. C'est marrant parce que ça se ressent vraiment, tu vois, une nouvelle fois. Et ça qui est génial avec toi, au final, plus on te parle, plus je me rends compte, c'est qu'en fait, tu te ressens, quoi. Ouais, véritablement. Mais t'as ce truc où tu parlais qu'il y a des phases qui ont gêné certaines personnes en face, où t'as appuyé sur des points qui étaient peut-être un peu sensibles. Ça, c'est le genre de truc qui arrive fréquemment en battle ou... Je sais pas, en fait, je me dis c'est un risque. Ça a dû arriver. Ouais. Parce qu'à la fin, on fait tous bella figura, comme on dit, tu vois, on se check, respect, machin. Mais tu sais pas comment les gens... Après ils rentrent chez eux, tu vois, peut-être qu'il y en a, je sais qu'il y en a, ils m'ont dit mais moi j'ai créé un battle pendant 2 mois, tant que j'ai créé un battle je suis incapable de faire un son. Et il dit frérot, il y en a, ils se sont embrouillés avec leurs femmes et tout, tu vois, parce qu'ils sont à fond sur le truc. Donc tu te casses les couilles à ton foyer ou à tes potes et puis bing, tu reviens et t'es perdant. En fait faut digérer la défaite, tu sais, faut que, tu vois, moi au RC en vrai j'ai tapé quelques défaites, mais en vrai sans te mentir, à 30 minutes après ça y est, je passais à autre chose. Par contre ça a fait chier beaucoup de gens autour de moi. Le fait que toi tu perdes alors que toi t'avais l'aura de du mec qui perdait pas, tu quoi. Vois, et là je me suis dit putain, j'ai pas pensé à ça. J'ai jamais pensé au public, j'ai jamais pensé que j'allais décevoir mon public. Mais non, comment tu vois, nous on croit en toi depuis tout. Mais moi tu t'es pas mis une pression folle là-dessus à te dire faut pas que je perde, faut pas que... Non, pas au bout d'un moment. Au RC oui, bizarrement, parce que le RC c'était différent, mais je pensais pas à ça, j'étais trop égoïste en fait, limite. Je voyais que mon plaisir perso, tu vois. Est-ce que, pour revenir une fois de plus dessus, t'as des battles dont t'es particulièrement fier et d'autres que t'abordes un peu ou est-ce que, justement, comme t'avais pas ce truc de les battles dont je suis pas fier, c'est ceux que j'ai perdus parce que je les ai mal faits, tout simplement. Donc je peux pas dire que, tu vois, ça va, j'ai raté mon omelette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement, avec un peu plus d'attention, je pense que j'aurais pu au moins faire un truc, tu vois, potable. Des battles que j'aime bien. Il y a des couplets que j'aime bien parce que je me dis quand même, ils étaient inévitables, tu vois. Genre le RC 9 contre Madou, le premier round. Il y a des combos, tu vois, l'usine, le blues, le vinaigre, tu vois, voilà, tout ça. Gandalf. Il le sait, en plus, il est fort. Il y va. Et le... On a de la chance. Ouais.
Et le deuxième couplet contre Hermano, je le trouve bien aussi, tu vois. Je les trouve. J'aime bien dans le sens où je me dis c'est cool, c'était précis, c'était bien amené, tu vois. J'aime bien le couplet 1 contre Louvard qui l'a complètement déstabilisé, tu vois. Donc oui, si tu veux, avec le recul, je peux me dire ça va. C'était pas. En fait, là où je suis fier, c'est que déjà à l'époque, mes premiers battles, je pense qu'on peut encore les regarder aujourd'hui parce que je voulais déjà écrire intemporel et universel. Ouais. Tu vois, ne jamais être trop dans des refs obscurs pour les initiés où il fallait avoir vu les autres battles pour comprendre, mais te dire tiens, chaque battle c'est peut-être la porte d'entrée d'un mec lambda. Ça serait bien que lui, il arrive à accrocher sur celui-là et lui donner envie de regarder d'autres. Et je trouve que pour le coup, ça marche parce que perso, j'ai découvert les RC relativement tard. Je suis plutôt jeune et j'ai découvert relativement tard et en fait tous tes battles se regardent de cette manière. C'est-à-dire que tu peux accrocher plusieurs années après. Je suis pas arrivé moi 2011 sur les premières ça, tu vois, je peux être fier de me dire que même il y a 15 ans, j'avais déjà réussi, on va dire, enfin j'avais déjà les compétences et la vision de me dire tiens, je vais faire un truc qui va durer. Ouais, d'ailleurs, la punch contre Madou, tu fais ref ou ramenez-moi la tête à Wojtek. En fait, même si t'as pas vu le battle de Madou, en fait, c'est carrément cité le fait qu'il l'a dit et ça fait une punch iconique. Moi, je la sors souvent quand je joue bien. Ramenez-moi la tête à Magnus, je veux ma chance pour le titre. Ouais. Elle est restée en vérité. Et comme tu dis, tu prends un truc de. Enfin, c'est ça en fait, c'est cette idée-là aussi. Pas chercher un truc dans un battle, c'est quelque chose qui se comprend même si t'as pas vu le battle de l'autre, c'est ce que je veux dire. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ne pas penser des fois, il y en a ils font des battles pour initier, c'est plein de rêves, c'est plein de trucs, et puis même, en fait si tu veux, c'est tellement technique, il y a des choses qui sont moins techniques mais qui sont plus spectaculaires. En fait, si tu veux, je pense que voilà, tu veux faire un étalage de tes styles, c'est comme les katas dans le karaté, t'as vu, c'est pas le moment. Comme disait Hermano, on va pas à l'hôtel avec une pute pour faire un Scrabble, tu vois, je sais plus comment je la tourne. Ouais, tu vois, un intello, ouais, enfin bref, tu vois. Se pointer un battle pour jouer les intellos, c'est ramener, c'est faire un Scrabble avec sa pute au télo, voilà, c'est ça, voilà, un truc dans le genre, tu vois. Donc oui, il y avait ce côté-là un petit peu, tu vois. Être efficace, accessible, de l'humour, plutôt qu'un étalage de tagalala que je vais faire des multisyllabiques à n'en pas finir. Aladoum, il avait fait le truc, j'adorais sa face, et vous faites des patterns compliqués pour terminer sur des punchlights. C'est le fameux double, le double. Mon beau dragon, c'est Aladoum, mon beau dragon. Comme je l'ai écrit, pour moi, est peut-être en réalité le meilleur parce que... très critiqué par les autres. Parce que mais moi j'adorais aussi la punch. Je marchais sur des braises. Vous marchiez sur des œufs. Ouais. J'ai vu la mort 4 fois en face et je l'ai regardé dans les yeux. Vous pouvez sentir mon aura. J'ai la bénédiction des cieux et c'est la raison pour laquelle même vos darons m'appellent monsieur. Celle-là, elle m'a mis à terre. Et t'as des trucs comme ça qui sont forts avec des conneries. Harry Potter qui sont, enfin en fait t'as le mélange des deux. En fait avec Aladoum c'était génial, en fait on a vraiment rigolé et c'est marrant parce que cette fois je marchais sur des braises, je me rappelle, j'avais loué un studio de répète à Eragny, je crois au Covent Garden à l'époque, il était venu et on y allait, je lui ai fait cette face dans la voiture et il m'a dit wow, il s'est passé quelque chose dans l'habitacle. Tu vois, genre en mode tu vois, non c'était génial, c'était... Ouais, et puis même comment c'était amené, là c'était 2 contre eux et maintenant tu rigoles loin que c'est du 1 contre 1. En fait, si tu veux, lui aussi il était daron, il est de la même année, il avait des trucs. Les autres, De Taf et Samidem, ils habitent dans le même coin. Leur vie c'est le battle. À ce moment-là, leur vie tournait autour du battle rap. Donc on savait qu'ils allaient arriver exactement comme ils sont arrivés. Tac, même si leur deuxième couplet, ils sont un peu foirés parce que c'est pas des comédiens, si tu veux. Ils ont voulu faire un truc pour lesquels ils étaient pas forcément taillés, tu vois. Et moi j'ai dit à Aladoum, je fais frérot, pour moi t'es plus fort qu'eux tout seul. Ouais. Donc viens, on va faire une attente. Bon, moi on m'attendait, à l'époque j'étais Wojtek, voilà le truc. Donc commence-toi, moi je fais après et on leur donne ce qu'ils attendent, mais on concentre nos efforts sur vraiment. Comme ça toi tu grattes un couplet de ton côté, je te fais confiance, moi je gratte le mien et on focus nos efforts. Et en vrai c'est ce qui s'est passé, eux ils font un couplet, 2 couplets, 3 couplets. Nous si on avait fait le premier couplet en mode ça aurait été chiant le troisième. Là au moins je pense qu'on a respecté une montée. Et le travail est fait. Et puis même une bagarre à 2 contre 2, frérot, c'est pas ordonné, synchronisé, c'est pas un putain de balai. T'as vu, ça va être à 2 contre 1 ou j'en sais rien. C'est. Moi en plus j'ai jamais compris le truc. Street Fighter, quoi. Les critiques des gens, en fait c'était que c'est pas les vraies règles, c'est pas les machins. Mais y a pas de règles. C'est comme tu dis, c'est un battle. Un battle, tu fais ce que tu veux. Et puis en plus c'est de l'art, le battle. Donc dans l'art, tu vois. Enfin voilà. Et puis même en vrai, je pense que un artiste c'est ça. Il arrive à te surprendre. Tu sais, on t'attend dans un format et t'arrives avec autre chose. C'est aussi ça, putain. Tu peux critiquer le choix, mais c'est un parti pris que
personne n'a fait jusqu'à présent. Ouais, et je trouve aussi qu'il y avait cette dualité entre des punchs très recherchés et des choses comme celles que tu as citées, Légère, et des vraies gamineries qui font marrer. Et ça c'était génial parce que justement, tu es aussi dans le duo, la dualité et machin. Et moi, je le trouve génial ce battle. Moi, j'appelle ça le contraste. Ouais. Tu vois, le relief, faut qu'il y ait de tout sur un battle. Pour le coup, quand j'avais vu l'annonce du duo avec Aladoum, moi perso j'avais été surpris, tu vois, parce que je connais pas vos relations du tout. Et effectivement, Aladoum c'est connu pour être des gamineries, t'es connu pour être le mec trash, et tu te dis qu'effectivement t'as une vraie dualité de base dans le duo qui fait que c'est surprenant. Et je trouve que Comment ils appellent ça les japonais? Ikigai, la zone commune entre deux cercles, tu sais, qui rentrent l'un dans l'autre. La partie grisée, c'est ce qu'on a en commun. Je crois qu'ils appellent ça vaut mieux miser. En fait, si tu veux, on peut s'entêter à voir les différences entre les gens. Je préfère capitaliser sur les valeurs communes, tu vois, et les points communs. En vrai, c'est ce qui s'est passé avec Aladoum. On est deux darons du même âge, on a le même background rap, on a un peu le même amour qui nous a emmené à la quarantaine à continuer à pratiquer l'écriture et le rap d'une manière ou d'une autre. En vrai, on se ressemble, alors qu'il vient du Tchad, tu vois. Et moi, en vrai, sur le papier, oui, tu peux se dire qu'il n'y a rien qui va, mais en vrai, si, il y a tout qui match en fait. Et en fait, mais c'est justement ça, c'est-à-dire que moi j'ai juste vu l'annonce, effectivement j'ai trouvé ça surprenant et même quasi dubitatif, tu vois, avant de voir ce que ça donnait. Et en fait, c'est une fois que ça donne le truc où tu te dis, ok, il y a quand même vraiment un truc qui matchait que moi j'avais pas vu Aladoum, et que tu vois pas. Scène. Moi, quand il commence à faire son truc, je me dis. Oh, c'est Morpheus. Je pars up, tu vois, ça aurait été mon pote l'unique, ça aurait été pareil. Tu sais que Cool Chain disait ça de Joe Star, il dit mais frérot, quand tu montes sur scène avec Joe Star, t'as peur de quoi? Tu regardes là, il est là-bas, tu clignes des yeux, tu regardes là, il est déjà à gauche. Il crie, il saute, il est partout. Tu sais, des mecs comme ça, en vrai, tu sais qu'ils savent retourner une salle tout seul déjà, donc en vrai, t'es safe. Aladoum, pour le coup, ça aurait pu faire un beau battle contre toi d'ailleurs. Ouais, mais. En 1v1, ça aurait pu. Parce qu'il était aussi. Dans le jeu scénique, il est derrière toi, je trouve, mais il est pas loin. Des gens que je connaissais moins parce que quand tu connais, t'es tenté, tu sais pas comment l'autre va le prendre, c'est un peu chiant. Quand tu connais pas, tu sais que t'es dans la spéculation. Mais t'as eu un clash une fois contre Gaiden que tu connais bien. Ouais, justement, tu vois, t'es obligé d'envoyer des dossiers qui sont, tu vois, tu sais plus faire la part des choses. En mode, c'est vrai que Gaiden, bah voilà, je lui avais fourni des vannes pour tous ces battles précédents, et à un moment, tu me dis, ouais, viens, on se battle. Bah frérot, c'est un peu bizarre. Ouais, puis en plus, tu le fais tellement bien dans la scène, t'es bien qui t'est filé des vannes dans tous tes battles précédents. Ouais, tu vois, et tu le vois, il rigole. Et toi, t'es là, il sourit. Ouais. Ça fait un peu pute quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que avec l'Unix, pareil, pour les 10 ans, c'était compliqué de se dire comment on fait du spectacle, on crée de la rivalité. Lui et moi, plus jeunes, on a été vraiment rivaux. Moi, j'ai beaucoup appris scéniquement grâce à l'Unique. Jeune, c'était une bête de scène déjà, tu vois. Là où j'étais encore timide, introspectif, je le regardais limite avec jalousie ou peut-être admiration. Déni de l'admiration, c'est la jalousie, tu vois ce que je veux dire. Donc en mode, le bâtard, mais tu vois, il était très très chaud pour le coup. Moi, je misais sur la plume, mais c'est lui. Mon surnom, le forgeron, c'est lui qui m'avait baptisé le marteau. Il avait dit ouais, mais Wojtek, il arrive, lui en une ligne, il assomme toute une salle en vrai, tu vois. Et c'est vrai que j'avais ce truc-là où je cherchais cette provoque, tu vois, avec une bonne line. Et l'Unique, c'était vraiment une bête de scène. Donc c'est vrai que revenir devant lui, tu vois, 10 ans après pour se dire, c'est grâce à lui que je faisais des battles aussi, c'était compliqué d'envoyer quand même de l'enjeu. Et lui, plus jeune et moi, on en est même venus aux mains. C'était une vraie rivalité. Abel et Cain, on s'est appelé Abel et Cain à un moment, tu vois, parce qu'on était les frères ennemis, tu vois ce que je veux dire pour le coup. Ouais, et ça se ressent sur le battle. C'est dans ça là où tu sors tes meilleurs pairs que rappeurs. Et ça se ressent dans le battle, comme contre Gaiden. En fait, c'est jamais malaisant. En vrai, contre Gaiden, pareil, même si je sors des punchs sur son grand-père, machin, collabo, les punchs sont durs, mais ça sent tout du long qu'il y a une oui, c'est de l'humour, mais je veux dire, ça, on ressent que c'est jamais personnel. Un mensonge bien amené, ça fonctionne mieux qu'un dossier. Tu sais, il y en a, de Taf par exemple, c'était les comment il appelle ça, les true story, je sais plus comment ils appellent ça, le true talk, je crois que c'est true story, non? Bref, ça donne des dossiers, frérot. Ça a sorti des trucs. Ouais, t'es sorti avec une meuf, t'as couché avec elle, tu l'as laissé dormir par terre. Tu sais, des fois, ça fait mais de quoi on parle en vrai? T'as tellement plus rien à dire artistiquement que tu vas attaquer le perso dans. En fait, le problème, c'est que le battle rap a créé une catégorie de battle rappeurs. C'est plus des rappeurs qui font des chansons, c'est plus des artistes, c'est des gens qui n'œuvrent que pour la dualité et détruire l'autre. Donc leur leitmotiv. En fait, c'est des antifas, frérot. C'est des mecs qui veulent se battre, ils ont juste besoin d'un ennemi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des artistes. Pour moi, c'est pas un centre de formation, ça devrait être une arène de confirmation en vrai, tu vois. Et il y en a qui viennent là-dedans, le premier truc qu'ils ont écrit, c'est un battle.
Donc si tu veux, ils savent pas créer, ils savent juste tenter de détruire l'autre. Et comme toi-même, t'es pas un artiste, donc tu sais pas critiquer l'œuvre d'un autre, donc tu vas faire quoi ? Bah tu vas attaquer l'humain. Ouais, tu vas être la personne. Et c'est là que ça devient gênant en fait. Et c'est là qu'on sort du cadre et qu'on perd le côté spectacle, et qu'effectivement on tombe dans des tensions où des fois tu te retrouves devant un mec qui a 20 ans de moins que toi, qui est en train de mal parler de ta fille, de ta femme, et tu dis bon, c'est du lard, c'est du cochon, est-ce que tout est prêt ? Moi je suis no limit frérot, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, mais comment tu vas le faire, ça va me dire si t'es un fils de pute ou pas en vrai, tu vois ce que je veux dire ? Enfin ton éthique et tes valeurs, c'est là que tu vas les trahir, tu vois. Donc en vrai tu fais ce que tu veux, mais il y aura des conséquences, tu vois. Il y a des fois je me dis mauvais goût, moi j'ai fait que des blagues. Peut-être que des fois il y en a ils ont cru que c'était des dossiers, mais non c'était des blagues frère. Arrêtez en vrai, tu vois. Spectacle de Niro, quand on lui dit action, c'est pas un gangster frère, tu vois, c'est un comédien. Bah là c'est pareil, on est sur scène, ça commence, allez spectacle, tu vois. Toi tu te vois vraiment comme un comédien, le fait de vraiment avoir cette dualité homme-artiste. J'en ai souffert longtemps parce que j'ai pas pris de pseudo, moi c'est mon prénom, tu vois. Je réagis dans la vie au prénom Wojtek, tu vois ce que je veux dire. Je regrette de pas avoir créé une entité pour porter ce nom-là, pour créer une distance, parce que il y a un moment, si tu veux, mon syndrome de l'imposteur, il est rentré en totale contradiction avec, il y a un moment, vers le RC 9, 10 peut-être, j'ai eu un petit complexe de supériorité. Ouais. À force d'entendre, t'es trop chaud, t'es une légende, t'es un génie. À un moment, ça m'a laissé griser. J'ai l'impression qu'on me caressait les couilles, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a fait du bien. Ça va que je suis bien entouré, je suis redescendu, mais c'est vrai que t'as tendance à. C'est dangereux, tu vois. C'est dangereux. Encore une fois, ton garde-fou et tes fondations psychologiques sont importantes. J'étais assez vieux, j'étais daron. Ça me serait arrivé à 20-25 ans, je sais pas comment j'aurais géré. Après, le fait que Wojtek c'est mon vrai prénom, ça a été ton argument marketing aussi au début, le fait de justement... C'était plus un aveu de non-créativité, tu vois, j'ai pas de base. Ça fait vraiment... tu le vois comme non-créativité, je le vois un peu comme sincérité, tu vois, dans le truc justement où t'as pas cette distinction qui se fait. Ouais, mais j'ai une phrase que je suis tombé dessus il y a pas longtemps, je sais plus qui a dit ça, c'est... J'ai eu honte de moi quand j'ai compris que la vie était un bal masqué, que j'étais venu avec mon vrai visage. Tu vois, ouais, mais malheureusement, tu vois, si toi tu peux être sensible à cette authenticité, c'est souvent un frein artistiquement parce que j'ai jamais vraiment réussi à me plier d'une manière ou d'une autre en fait à l'industrialisation de l'art en vrai, tu vois. C'est-à-dire que je comprends pas qu'on applaudisse des mecs comme moi alors que les infirmières en soins palliatifs. Tu vois, qui accompagne les gens vers la mort, elle soit reléguée en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que l'infirmière a besoin d'artistes pour pouvoir se ressourcer le soir, bien évidemment, je sais que tu vois, mais il y a une hiérarchie, je trouve que je suis très reconnaissant de ce que j'ai pu vivre de mon côté, mais ça relève encore une fois les travers un peu du monde et c'est n'importe quoi. Après, c'est plus une critique du monde capitaliste, du coup, actuel, beaucoup. que Bien en sûr, fait, j'ai envie de te dire, on en est tous victimes en quelque sorte, et pourtant on n'a pas trouvé de meilleur système. Donc, mais même la starification c'est très récent, c'est Marilyn Monroe, tu sais, du temps des Grecs, l'artiste était dans un amphithéâtre en bas, tu vois, regarde, tu vois, comme ici avec des gradins, si tu veux, ça spatialement c'est bien, ça renvoie une humilité. Aujourd'hui on met l'artiste sur une scène pharaonique, il domine les autres. On dit t'es chaud, alors qu'à l'époque on disait les muscles t'ont bien inspiré. T'avais une distance par rapport à ton ego aussi. Et plus que spatialement, les comédiens grecs jouaient tous masqués. Il n'y en a pas un qui jouait sans masque. En plus, tu joues. Pour l'anonymat, pour l'œuvre. Pour l'œuvre, justement. Pour l'œuvre, et pas pour l'ego de l'artiste, tu vois. Il n'y avait pas. Ça, j'aborde un peu dans mon spectacle aussi, tu vois, ce truc. Il y a très peu de comédiens. Je crois qu'on ne doit pas connaître énormément de noms de comédiens grecs. Rien que ça. Et même des comédiens par la suite, on en connaît très peu finalement. Et cette starification-là, elle est récente. Effectivement, elle est exponentielle sur les dernières décennies. Quoi. Je crois que c'est vrai, ça doit dater de. Là, 1950, je pense. Hein. Je peux vous donner une petite anecdote marrante sur le cinéma soviétique. Vous le regarderez d'un autre œil si vous regardez les films. Il y a souvent énormément de petites cascades qui semblent servir pas à grand chose dans le cinéma soviétique. Et il y a des petits moments comme ça pendant les films de 2-3 minutes de déconne. Et en réalité, moi, je me demandais pourquoi, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Et en fait, c'est parce que les acteurs, ils étaient payés au cachet, mais c'était une somme complètement normale pour le commun des mortels. Et en fait, ils rajoutaient de l'argent pour les cascadeurs. Et donc, ils faisaient
des pseudo-cascades pendant 2-3 minutes, justement pour pouvoir gagner plus d'argent. Mais ça revient à ce que tu dis, c'est que en fait, le paiement en Union soviétique des acteurs, même si c'était des stars, il était au même niveau que celui des gens. Ils se faisaient des petites magouilles et des petits trucs. T'imagines, demain, un auteur, il il sort un livre, ça devient un succès mondial, un best-seller. Dès qu'il va ressortir un livre, on va mettre la pression. Alors, vous pensez que vous allez faire mieux que le premier? Comme si les chiffres de vente, en fait, révélaient la profondeur ou la sensibilité de l'œuvre. Donc, en fait, si tu veux, le marché de l'art, aujourd'hui, tous les artistes que je connais, ils sont en galère parce que le process, il est déjà parasité par est-ce que c'est TikTokable? Est-ce qu'on peut en faire une trend? Comment je fais? En fait, ils cherchent même plus à faire de l'art, ils cherchent à faire des slogans marketing, des mantras qui vont résonner. Ouais, mais c'est plus des artistes, c'est rien en fait, c'est de la merde ce qu'ils font. Bah ouais, mais bon. C'est un enjeu aujourd'hui. Et en fait, c'est un enjeu commercial où tu peux pas sortir de ce prisme. T'as forcément cet enjeu commercial de te dire, si le son il est pas TikTokable, le son va pas marcher. Le son va pas marcher et je vais pas manger. Donc en fait, c'est artistiquement et j'allais dire économiquement, il y a ces deux choses qui sont clairement opposées et qui sont justement, moi je suis en train de revenir à mes premiers amours de la cuisine. Et je prends un plaisir à cuisiner, donc cuisiner tous les jours pour moi ça serait même pas un travail et ça me permettrait à nouveau peut-être d'être un peu plus libre dans ce que j'ai envie de créer et de pas avoir d'attente, parce que si je mets beaucoup de temps à œuvrer, à créer et que derrière je sais que j'irai pas dans le courant de l'industrie, je le ferai pour moi, à titre plaisir, mais du coup je préfère me sécuriser moi mon filet pour rester libre et désintéressé. En vrai c'est comme un parti politique, faut regarder qui te finance et quand on te finance faut rendre des comptes, tu vois, donc j'ai pas envie de rendre des comptes quoi. Et finalement tu vois, tu dis que TikTok on en a besoin financièrement etc. Ouais c'est vrai, si tu veux être dans les trends, gagner de l'argent, tu vas en gagner beaucoup plus. Mais finalement tu vois, quand on pense rap, on a reparlé de Booba tout à l'heure, il fait pas des sons pour TikTok en fait, il s'en bat les couilles la vérité, il se fait ses trucs comme il veut et Wojtek en rap battle tu le vois jamais sur TikTok ou quoi. Moi je t'ai jamais vu dans mon feed TikTok ou Instagram ou quoi que ce soit, et pourtant toi t'as un peu. En fait moi, je tourne les extraits des battles tournent beaucoup. Moi j'ai créé un TikTok, j'ai envoyé 2-3 vidéos, des petits poèmes mis en scène. Je vais y retourner parce que j'aime bien en fait. Non, tourner une petite vidéo c'est cool, écrire. Mais tes poèmes c'est pas un format pour devenir trend en fait. Et je pense que les vrais artistes, en réalité, ceux qui resteront dans le temps, c'est pas ceux qui seront pliés à l'industrie, c'est ceux justement qui seront restés sincères et réels. Le temps nous le dira. Pourtant, je pense que ça reste quand même un format qui est TikTokable. En plus, tu vois tes extraits tournés, toi, tes extraits de battle, même des rounds complets ou des juste compilations de punch, ça sort. Et puis, il y a quand même ce truc où, certes, t'as cette distinction qui se fait entre artiste qui va durer dans le temps et qui sera respecté en tant qu'artiste et personne qui a besoin de manger et même si Booba c'est pas TikTokable, mais Booba ça fait un moment qu'il est en place et maintenant pour manger je pense qu'il est tranquille, et donc il y a des gens les mecs sont mis dans l'édition, dans la prod aussi, donc après ils ont élargi leur spectre et leur champ d'activité aussi, tu vois. Donc il n'y a pas que l'argent du rap, du stream ou de la SACEM, tu vois. La prod, le textile, les concerts, les lives, le merch, la piraterie, tu vois. Enfin voilà, bien sûr, c'est des hommes d'affaires accomplis au bout d'un moment, ces mecs-là, tu vois. Et toi, quand tu parlais justement des gens que tu côtoies, que tu connais et qui essayent de faire du son stockable, de faire des extraits, des trucs comme ça. C'est le parcours du combattant. Ouais, j'ai rencontré des gens tellement talentueux dans ma vie, je me dis mais si eux ils arrivent pas, qu'est-ce que j'essaye? Ça sert à rien en vrai, tu vois. J'ai pas leur voix, j'ai pas leur truc, tu vois. Je trouve que c'est dur en vrai, tu vois, c'est extrêmement dur pour eux quoi, mais bon c'est le monde, c'est l'adversité, c'est comme ça. Est-ce qu'on revient pas un peu sur, j'ai oublié le mot japonais que tu disais, Ikigai, qui réunit justement, en fait, toi même si t'as pas certains points, il y a plein de points que tu vas réunir chez plein de personnes différentes, des personnes qui ont déjà marché, des personnes qui vont marcher, mais tu as plein de points que tu réunis et où il n'y a que toi, véritablement, qui les unit. Tu as quand même une restance, un truc comme ça, qui est quand même relativement unique, je pense dans le monde battle rap déjà. Ouais, peut-être, dans ces cas-là, tant mieux. Je pense qu'un artiste cherche la singularité, en vrai, tu vois. Enfin, chaque comportement a une fonction. On se perce pas sur la gueule, tu vois, pour rien, tu vois ce que je veux dire. C'est un moyen d'assumer une certaine différence. Et je vais pas faire le piercing comme les mecs vont faire le piercing, je vais chercher mon truc. Donc tu vois, on est quand même beaucoup prisonnier du regard des autres parce qu'on existe quand même à travers eux, tu vois. J'aurais beau me persuader que je peux être qui je veux, c'est le regard des autres qui me dira qui je suis aussi.
Donc on se cherche, on est en dualité, on est en contradiction. Tant mieux si j'ai une singularité. Des fois je me dis tiens, je vais essayer de faire... Moi aussi je me dis tiens, je vais installer... Frérot, je n'ai jamais regardé un truc sur Twitch de ma vie. Tu vois, je sais que ça existe, tu vois, je sais que ça génère de l'argent dans certains cas, dans beaucoup de cas, même si j'ai bien compris. Et je me dis moi aussi, mais en fait un jour, bing, j'allume une caméra, je me mets sur Twitch et je fais des petites initiations au tarot, à l'occulte, j'en sais rien en vrai. Je prends des viewers, j'écoute leur... On parle, je fais du coaching, de la direction artistique, de la thérapie, j'en sais rien, tu vois. Ce serait grave intéressant, en vrai, on serait client. Hein. Bah, Ça marcherait. Franchement, faudrait que j'essaye cet hiver quand je me ferai chier chez moi, tu vois. Franchement, ça marcherait de fou. Moi, tu lances un live, je suis dans le chat. Hein. J'espère que tu mets modérateur rapidement. Hein. Franchement, on prendra le temps hors caméra. Moi, faut m'expliquer parce que vraiment, les mecs, je n'y connais rien. Ouais, mais c'est beaucoup plus facile que ce que tu penses. Bon, là, tu vois galérer avec la technique. Des fois, regarder un peu à gauche, à droite, mais c'est beaucoup plus facile. Bon, moi j'ai le happening là qui va arriver, les gars. À 21h, c'est ça. Il est 21h30, mais c'est pour ça que tu me vois sur le téléphone, il y a tout le monde qui m'écrit non, garde Wojtek, c'est trop intéressant ce qu'il dit. Cool. Les gens ils sont là, ils disent c'est banger de fou. Franchement, je suis désolé, on n'a pas lu non, mais une seule fois les mecs. Mais tu voyais un peu regarder. Bah écoutez, je vais faire un live avec toi sur ta chaîne à l'occasion et puis après vous m'apprendrez. Les mecs ils m'écrivent, t'as même les mecs, on va jouer là contre des Canadiens, donc ils parlent pas français. Il y a un man qui m'écrit parce que je dis ouais putain on est un peu en retard et tout. Il me dit non, j'ai mis votre live sur mon live. Il m'a dit tranquille les gars, c'est banger, vous pressez pas. Le gars Wojtek il connaît pas évidemment mais m'a dit non ça se voit, le gars il gère, donc en vrai il y a tout le monde qui est content, mais bon voilà on a besoin d'avancer et moi là je vais faire mon petit jeu scénique. Vas-y, moi je vous laisse parce que ça m'a donné, Emilia il garde le live alors. Allez vas-y. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt, ciao ciao. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la